Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Et nous en sommes déjà à la troisième nouvelle sur cette œuvre, puisque nous allons lire ce soir Le Scarabée d'Or. Lors d'un premier live, on a lu... mince, je me rappelle plus, oui, Double assassinat dans la rue Morgue. Lors d'un second live qui était il y a 4 jours, nous avons lu La lettre volée, et aujourd'hui donc nous allons lire Le Scarabée d'Or comme je le disais. Tout d'abord, un petit disclaimer à ceux qui nous regarderaient sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu sur Twitch, et donc forcément je vais discuter avec les gens dans le chat, etc. Si vous voulez passer ces moments de discussion, l'introduction et les pauses que je vais effectuer dans la lecture, rendez-vous dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition pour naviguer à votre gré. Voili voilou pour le petit disclaimer habituel. Et on va commencer donc comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous le savez, avec une petite introduction de 10-15 minutes où grosso modo je vais un peu vous parler de ce qui se passe en off, dans l'ombre, en backstage de ces lives, et du coup ce qu'on va prévoir pour les prochains lives, etc. etc. Qu'allais-je dire notamment? J'allais dire notamment que ce week-end, du coup, j'ai fait une petite pause dans les lives, alors une toute courte pause, puisque je n'ai pas live hier, alors que j'étais censé live de lecture, donc j'ai décalé d'un seul jour en fait, mais bon bref. J'étais pris et j'avoue que ça m'a fait énormément de bien d'avoir un peu une pause des lives. Ça commençait à devenir un peu routinier, et routinier dans le mauvais sens du terme on va dire. Donc là ça m'a fait du bien d'avoir un jour de repos et voilà. J'ai trouvé ça cool de ne pas être obligé, avec des gros guillemets, bien sûr je suis pas obligé, c'est moi qui me mets cette obligation, mais j'étais cool, j'étais cool, j'étais content et je me sentais plus cool de ne pas avoir forcément un live hier. Donc voilà, c'était une pause nécessaire, je pense, et c'est bien qu'elle ait eu lieu. En plus, comment dire, ça ne perturbe pas trop non plus l'avancée des lectures, donc c'est cool. J'accueille déjà tous ceux qui sont là. Bonsoir Nanumanga, bonsoir Fallen Angel, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et oui, Nanumanga, tu es bien au bon endroit ce soir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Nanumanga, je te plains et je suis désolé pour toi. Du coup, oui, qu'allais-je dire? On reprend notre petite routine qui aura changé malgré tout comparé à la semaine passée, tout simplement. Parce que lors du dernier live sur Wokfu, donc le dernier live de découverte sur Wokfu, bah on est un peu arrivé au constat qu'on avait fait le tour. Alors bien sûr on n'a pas fait le tour et il y aurait encore des tonnes de choses à découvrir dans le jeu. Et moi-même j'aurais aimé continuer. Mais en fait on s'est rendu compte qu'on était un peu dans une impasse et que si je voulais continuer à faire de la découverte sur Wokfu, faudrait que je joue beaucoup plus. Et c'est du temps que je peux pas me permettre de débloquer. Donc voilà, il y aura plus provisoirement ou définitivement, je ne sais pas encore, de live sur Wokfu. En tout cas, il n'y en aura plus pour quelques temps. Parce que voilà, comment dire, je peux pas m'investir suffisamment dans ce jeu. Et ça aurait fini par ne faire que des lives de farming. Et c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer dans les lives. Et si on découvrait Dans Et si on découvrait, j'ai envie de vous montrer le background, l'univers d'un jeu, l'univers étendu même, j'ai envie de dire, le lore entre guillemets. Ce qui fait que, Et si on découvrait a toujours été pensé comme une émission pouvant être déclinée sur différentes œuvres, donc en l'occurrence différents jeux vidéo pour la plupart du temps, tels que Et si on lisait est fait pour les lectures. Et donc, je me disais que c'était peut-être le bon moment pour commencer une nouvelle série Et si on découvrait. Alors je ne sais pas encore laquelle, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de live demain, je vous préviens tout de suite. Et c'est pour ça que pour quelques temps, je pense, il n'y aura que des lives de lecture sur la chaîne, jusqu'à ce que je trouve le bon jeu. Parce que la recherche n'est pas aisée du tout. Ayant un PC vraiment merdique, hein, pour être franc, vraiment en carton, j'ai un peu du mal à trouver des jeux que je pourrais faire tourner et qui soient intéressants. Du point de vue scénaristique et du point de vue univers. Donc du coup, voilà, j'ai un peu de mal à trouver, j'ai déjà fait pas mal de recherches. Pour le moment, d'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à proposer, j'irai jeter un œil. Pour le moment, la seule
la seule piste, mini-piste, la pistounette que j'aurais à la limite pour Et si on découvrait, c'est bien sûr Et si on découvrait League of Legends avec les lectures de nouvelles, ça je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, mais également Et si on découvrait Donjons et Dragons Online. Je connaissais pas forcément le jeu, mais c'est en me baladant et en cherchant un jeu justement que je suis tombé dessus et que je me suis dit Donjons et Dragons, c'est l'un des jeux de rôle les plus iconiques qui soit. Et je suis assez amateur de jeux de rôle et j'adore ça. Donc, est-ce que l'adaptation de jeu... Enfin, comment dire, est-ce qu'on va retrouver dans ce jeu vidéo vraiment cet aspect jeu de rôle papier, entre guillemets? Est-ce qu'il va y avoir les mêmes impressions, les mêmes émotions, entre guillemets? Alors je sens que la réponse sera non, parce que je pense quand même que le jeu de rôle papier et le jeu de rôle en jeu vidéo, ça a quand même des grosses différences. Mais bon, j'ai envie de tenter au moins pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Je dis pas que c'est ce qu'on fera. Je dis que c'est une possibilité que je vais étudier. Mais peut-être un de ces jours, vous verrez débarquer. Et si on découvrait Donjons et Dragons. Voili voilou, en ce qui concerne vraiment purement les lives et la routine quotidienne des lives que j'ai en ce moment. Je pense avoir fait le tour là-dessus. Ah oui. Du coup, Nalu Manga, j'espère que tu vas savoir taffer autant et écouter le live en même temps. Après, si le live te dérange, va travailler si t'as autant de travail. Hein. Euh, et du coup, ça me gratte terriblement parce qu'il fait super chaud et que du coup les moustiques sont de sortie. Bref, aussi, tout petite connerie, mais déjà je tiens à m'excuser pour la dernière fois où le live de lecture n'a duré que 1h18, un truc comme ça. Donc assez court pour un live de lecture, mais tout simplement, il y a eu un orage qui a pété d'un seul coup et je me suis dit, bon, si je continue, mon live risque de se couper, donc autant ne pas tenter le diable. J'ai déjà eu pas mal de coupures de courant à cause d'orage, donc voilà, j'ai préféré éviter. Et c'est pas grave, on fera plus de live sur l'histoire extraordinaire, tant pis. Et du coup, durant ce live et durant le dernier live de Et si on découvrait, on avait un petit mystère qui était la lumière éteinte. Et je ne savais pas, moi j'étais en mode bon bah l'ampoule est grillée, je vais changer l'ampoule. Et je vous avais dit que je le ferais pour aujourd'hui. Et là, normalement, vous remarquez que la luminosité est revenue à la normale. Sauf que j'ai pas changé l'ampoule. Donc je ne comprends pas, je suppose qu'il y a un faux contact avec l'interrupteur, enfin bon bref. C'est pas très important, j'irai essayer de checker et de fixer ce problème. Mais du coup, je sais pas pourquoi c'est arrivé, bref. Et du coup, je suis un peu triste, on va dire, que les deux derniers lives n'aient pas profité de ce superbe éclairage, mais bon, on va faire avec. Et on va poursuivre gaiement ce soir. Je vois avec stupeur que je n'ai pas pris mon livre sur le bureau, je vais le chercher. Je l'ai avec moi. Voili voilou. Oui. Et du coup, bonsoir Stella, bienvenue. Bienvenue. Et désolé que ça n'aille pas, là, j'ai l'impression que tout le monde va pas super forcément. Courage à vous tous les gens. Détendez-vous, asseyez-vous, prenez un truc à manger, à boire. On va se détendre tous ensemble. Avec une bonne lecture, je l'espère. Santé. Ah ouais, je comprends Stella. Courage à toi, courage à toi. Tiens le coup. Ou bien va voir Rabé de ça. Bon bah à cette heure-ci ça va être chaud mais... bref. Écoutez, je pense que j'ai pas forcément davantage de choses à vous dire. Ah si, un petit truc à vous dire quand même. J'ai pu tester mon jeu de société sur l'eau pour la première fois à 4 joueurs ce week-end. Et alors en gros, j'avais 4 joueurs et moi j'étais sur le côté en train de regarder quoi. En train de regarder comment ça se passait, comment ça se goupillait. Et je suis hyper content parce que ça tourne bien. Enfin, j'ai l'impression.
que ça tourne bien, que ça tourne sans problème, que le jeu est plutôt fun, plutôt rapide de mise en place et de compréhension. Je pense que les joueurs au bout de 10 minutes avaient compris comment ça se passait et voilà, on est parti pour une game de quasi 1 heure je pense. J'aurais fait une grande map et tout, enfin bon, bref. Donc du coup j'étais très content de voir que ça marchait aussi bien, aussi facilement. Je pense que j'ai dû leur expliquer les règles peut-être 5 minutes franchement. Donc ouais, je suis satisfait et étonné dans le bon sens du terme que ce soit aussi bien passé en fait. Donc du coup bah voilà, je suis jouasse. Sur l'eau continue son développement et il continue sur une bonne lancée. Donc c'est vraiment cool, les joueurs ont plutôt l'air d'avoir apprécié. J'avais autant des joueurs très gamers que des joueurs pas gamers du tout, donc c'est cool de voir que même les gens qui ne sont pas forcément jeux de société ont trouvé le jeu sympa. Donc voilà, je suis très content de ces tests. Maintenant il va falloir que je fasse des tests peut-être avec... dans différentes... dans différentes... mince, je trouve plus le mot. Dans différents contextes quoi, dans différentes... organisation, enfin je ne trouve plus le mot que je voulais, c'est terrible. Mais grosso modo, avec de 1 à 4 joueurs, avec du coopératif, du compétitif, des maps différentes, etc. Mais en tout cas, pour un premier essai, je suis très content. Et je n'ai pas vu de problème, donc j'espère que ça va continuer comme ça. C'est hyper dur les phases de réglage, les phases de... dans d'autres circonstances, merci Jumpy. Non mais j'en arrive à oublier des mots aussi simples, c'est terrible. Donc oui, j'espère que tout va bien aller en ce sens. Et d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit bonsoir, pardon, je suis mal élevé. Bonsoir Jumpy, bonsoir Wakina et bienvenue à vous deux. Ça fait plaisir de vous voir parmi nous, comment vous allez? Wakina qui va pas super bien, bah dis donc. Jumpy très fatigué. J'ai l'impression que tout le monde va pas super bien ce soir, c'est terrible. Je vais essayer de vous remonter le moral à ma manière, avec une lecture qui, je l'espère, sera qualitative. Et je pense qu'on va démarrer sans plus tarder la lecture. Ce soir, on devrait lire une nouvelle entière. Ouah, je vois qu'il y a des trucs qui vont être hyper durs à lire parce que c'est très graphique. Je vois qu'il y a des moments où le texte est écrit de manière très spéciale. Alors je sais pas si peut-être je vous le montrerai à la cam éventuellement en plus de vous le lire, comme j'avais pu le faire par exemple pour les gravures. C'était des gravures? Ah, je me rappelle plus. Comment on appelle ça? Bah pour les gravures de Alice au Pays des Merveilles, c'est un nom spécifique mais enfin bon, bref. Donc voilà, je pense que je vais peut-être opérer de cette manière, on verra. En tout cas, on est parti pour une bonne lecture, je l'espère, et on devrait lire Le Scarabée d'Or uniquement ce soir, parce que je pense que ça va déjà nous occuper bien pas loin de 2 heures. Bonsoir Nairis, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir d'être bien accompagné comme ça dès le début de live. Merci à vous tous, ça me touche au plus profond de mon cœur. Et du coup, nous sommes partis pour une bonne quarantaine de minutes de lecture, si j'en crois... Si je me réfère aux lectures précédentes d'Histoire extraordinaire, je pense qu'on est parti pour une bonne quarantaine de minutes. Je recheck l'endroit où je m'étais dit que j'allais m'arrêter. Ouais, ça va être là, je pense. Ouais, je pense que je m'arrêterai à la page 85, ce sera bien. Ok. Ok, je scinde cette nouvelle en 2 parties. Donc logiquement, pour ce soir, on va se faire une partie de lecture, une pause, une partie de lecture et l'outro. Avec des parties de lecture environ de 40 minutes, je pense. Voili, voilou, vous savez tout. Et sur ce, en fait j'ai limite envie de rester avec vous pour parler dans le chat parce que c'est tellement plaisant de tous vous revoir, de tous pouvoir vous parler. Mais bon, faut que je m'y mette, faut qu'on lise, parce qu'après j'ai envie de me foutre des claques quand je mets les rediffusions en ligne sur YouTube et que je vois que j'ai plus parlé que lu pendant le live. Ça arrive rarement quand même, mais lorsque ça arrive, j'ai envie de me foutre des claques. Bref, Nanu Manga, tout le monde est pas au top, c'est normal, c'est lundi. J'avoue que c'est un peu... Je me suis forcé à reprendre aujourd'hui les lives en me disant, bon allez, j'attaque la semaine et tout. Mais bon, je pense que ma petite pause... Après, faut dire que ce que je fais, c'est pas très fatigant. Enfin, si, c'est fatigant, mais...
C'est pas non plus déplaisant de faire des lives de lecture, au contraire, sinon je les ferais pas. Mais bon, je me suis mis dans le train quotidien de tout le monde, je me suis dit, allez, c'est lundi, je me remets au live. Bref, on est parti, courage à tout le monde, je vous envoie plein de pensées positives, je vous encourage tous dans ce que vous êtes en train de faire ou en train de traverser, et on est parti pour la lecture sans plus attendre. Bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Nanu Manga, bonne écoute Stella, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Neiris et bonne écoute Wakina. A tout à l'heure pour la pause. On est parti. Le scarabée d'or. Oh, oh, qu'est-ce que cela? Ce garçon a une folie dans les jambes. Il a été mordu par la tarentule. Tout de travers. Il y a quelques années, je me liais intimement avec un monsieur William Legrand. Il était d'une ancienne famille protestante et jadis il avait été riche, mais une série de malheurs l'avait réduit à la misère. Pour éviter l'humiliation de ces désastres, il quitta la Nouvelle-Orléans, la ville de ses aïeux, et établit sa demeure dans l'île de Sullivan, près Charleston, dans la Caroline du Sud. Cette île est des plus singulières. Elle n'est guère composée que de sable de mer et a environ 3 miles de long. En largeur, elle n'a jamais plus d'un quart de mile. Elle est séparée du continent par une crique à peine visible qui filtre à travers une masse de roseaux et de vases, rendez-vous habituel des poules d'eau. La végétation, comme on peut le supposer, est pauvre, ou pour ainsi dire naine. On n'y trouve pas d'arbres d'une certaine dimension. Vers l'extrémité occidentale, à l'endroit où s'élève le fort Moultrie et quelques misérables bâtisses de bois habitées pendant l'été par les gens qui fuient les poussières et les fièvres de Charleston, on rencontre, il est vrai, le palmier nain sétigère. Mais toute l'île, à l'exception de ce point occidental, et d'un espace triste et blanchâtre qui borde la mer, est couverte d'épaisses broussailles de myrtes odoriférants, si estimées par les horticulteurs anglais. L'arbuste y monte souvent à une hauteur de 15 ou 20 pieds, il y forme un taillis presque impénétrable et charge l'atmosphère de ses parfums. Au plus profond de ce taillis, non loin de l'extrémité orientale de l'île, c'est-à-dire de la plus éloignée, le grand s'était bâti lui-même une petite hutte qu'il occupait quand, pour la première fois et par hasard, je fis sa connaissance. Cette connaissance mûrit bien vite en amitié, car il y avait certes dans le cher reclus de quoi exciter l'intérêt et l'estime. Je vis qu'il avait reçu une forte éducation, heureusement servi par des facultés spirituelles peu communes, mais qu'il était infecté de misanthropie, et sujet à de malheureuses alternatives d'enthousiasme et de mélancolie. Bien qu'il eût chez lui beaucoup de livres, il s'en servait rarement. Ses principaux amusements consistaient à chasser et à pêcher, ou à flâner sur la plage et à travers les myrtes, en quête de coquillages et d'échantillons entomologiques. Sa collection aurait pu faire envie à un soigneur d'âme. Dans ces excursions, il était ordinairement accompagné par un vieux nègre nommé Jupiter, qui avait été affranchi avant les revers de la famille, mais qu'on n'avait pu décider, ni par menace ni par promesse, à abandonner son jeune Massa Will. Il considérait comme son droit de le suivre partout. Il n'est pas improbable que les parents de Legrand, jugeant que celui-ci avait la tête un peu dérangée, se soient appliqués à confirmer Jupiter dans son obstination, dans le but de mettre une espèce de gardien et de surveillant auprès du fugitif. Sous la latitude de l'île de Sullivan, les hivers sont rarement rigoureux, et c'est un événement quand, au déclin de l'année, le feu devient indispensable. Cependant, vers le milieu d'octobre des années 1800, il y eut une journée d'un froid remarquable. Juste avant le coucher du soleil, je me frayais un chemin à travers les taillis vers la hutte de mon ami, que je n'avais pas vue depuis quelques semaines. Je demeurais alors à Charleston, à une distance de 9 miles de l'île, et les facilités pour aller et revenir étaient bien moins grandes qu'aujourd'hui. En arrivant à la hutte, je frappai selon mon habitude, et, ne recevant pas de réponse, je cherchai la clé où je savais qu'elle était cachée. J'ouvris la porte, et j'entrai. Un beau feu flambait dans le foyer. C'était une surprise, et, à coup sûr, une des plus agréables. Je me débarrassai de mon paletot, je traînai un fauteuil auprès des bûches pétillantes, et j'attendis patiemment l'arrivée de mes hôtes. Peu après la tombée de la nuit, ils arrivèrent et me firent un accueil tout à fait cordial. Jupiter, tout en riant d'une oreille à l'autre, se donnait du mouvement et préparait quelques poules d'eau pour le souper. Le grand était dans une de ces crises d'enthousiasme, car de quel autre nom appeler cela? Il avait trouvé un bivalve inconnu, formant un genre nouveau, et mieux encore, il avait chassé et attrapé, avec l'assistance de Jupiter, un scarabée qu'il croyait tout à fait nouveau, et sur lequel il désirait avoir mon opinion le lendemain matin. « Et pourquoi pas ce soir ?»
demandai-je en me frottant les mains devant la flamme, et en voyant mentalement au diable toute la race des scarabées. Ah, si j'avais seulement su que vous étiez ici, dit le grand, mais il y a si longtemps que je ne vous ai vu. Et comment pouvais-je deviner que vous me rendriez visite justement cette nuit? En revenant au logis, j'ai rencontré le lieutenant G. Du fort et très étourdiment, je lui ai prêté le scarabée, de sorte qu'il vous sera impossible de le voir avant demain matin. Restez ici cette nuit, et j'enverrai Jupiter le chercher au lever du soleil. C'est bien la plus ravissante chose de la création. Quoi? Le lever du soleil? Non, que diable, le scarabée. Il est d'une brillante couleur d'or, gros à peu près comme une grosse noix, avec 2 taches d'un noir de jet à une extrémité du dos et une troisième, un peu plus allongée à l'autre. Les antennes sont... Il n'y a pas du tout d'étain sur lui, Massa Will, je vous le parie, interrompit Jupiter. Le scarabée est un scarabée d'or massif d'un bout à l'autre, dedans et partout excepté les ailes. Je n'ai jamais vu de ma vie un scarabée à moitié aussi lourd. C'est bien, mettons que vous ayez raison, Jup, répliqua Legrand un peu plus vivement, à ce qu'il me sembla, que ne le comportait la situation. Est-ce une raison pour laisser brûler les poules? La couleur de l'insecte, et il se tourna vers moi, suffirait en vérité à rendre plausible l'idée de Jupiter. Vous n'avez jamais vu un éclat métallique plus brillant que celui de ses élytres, mais vous ne pourrez en juger que demain matin. En attendant, j'essaierai de vous donner une idée de sa forme. Tout en parlant, il s'assit à une petite table sur laquelle il y avait une plume et de l'encre, mais pas de papier. Il chercha dans un tiroir, mais n'en trouva pas. N'importe, dit-il à la fin, cela suffira. Et il tira de la poche de son gilet quelque chose qui me fit l'effet d'un morceau de vieux vélin fort sale, et il fit dessus une espèce de croquise à la plume. Pendant ce temps, j'avais gardé ma place auprès du feu, car j'avais toujours très froid. Quand son dessin fut achevé, il me le passa sans se lever. Comme je le recevais de sa main, un fort grognement se fit entendre, suivi d'un grattement à la porte. Jupiter ouvrit, et un énorme Terre-Neuve appartenant à Legrand se précipita dans la chambre, sauta sur mes épaules et m'accabla de caresses, car je m'étais fort occupé de lui dans mes visites précédentes. Quand il eut fini ses gambades, je regardai le papier, et pour dire la vérité, je me trouvai passablement intrigué par le dessin de mon ami. « Oui, dis-je après l'avoir contemplé quelques minutes. C'est là un étrange scarabée, je le confesse. Il est nouveau pour moi. Je n'ai jamais rien vu d'approchant, à moins que ce ne soit un crâne ou une tête de mort, à qui il ressemble plus qu'aucune autre chose qu'il m'ait jamais été donné d'examiner. »« Une tête de mort !» répéta Legrand. « Ah oui, il y a un peu de cela sur le papier, je comprends. Les 2 taches noires supérieures font les yeux, et la plus longue, qui est plus bas, figure une bouche, n'est-ce pas? D'ailleurs, la forme générale est ovale. »« C'est peut-être cela, dis-je, mais je crains, Legrand, que vous ne soyez pas très artiste. J'attendrai que j'aie vu la bête elle-même, pour me faire une idée quelconque de sa physionomie. »« Fort bien, je ne sais comment cela se fait, dit-il, un peu piqué. Je dessine assez joliment, ou du moins je le devrais, car j'ai eu de bons maîtres, et je me flatte de n'être pas tout à fait une brute. »« Mais alors, mon cher camarade, dis-je, vous plaisantez. Ceci est un crâne fort passable, je puis même dire que c'est un crâne parfait, d'après toutes les idées reçues relativement à cette partie de l'ostéologie, et votre scarabée serait le plus étrange de tous les scarabées du monde s'il ressemblait à ceci. Nous pourrions établir là-dessus quelques petites superstitions naissantes. Je présume que vous nommerez votre insecte Scarabeus caputominis, ou quelque chose d'approchant. Il y a dans les livres d'histoire naturelle beaucoup d'appellations de ce genre. Mais où sont les antennes dont vous parliez ? Les antennes, dit Legrand, qui s'échauffait inexplicablement. Vous devez voir les antennes, j'en suis sûr. Je les ai faites aussi distinctes qu'elles le sont dans l'original, et je présume que cela est bien suffisant. À la bonne heure, dis-je. Mettons que vous les ayez faites, toujours est-il vrai que je ne les vois pas. Et je lui tendis le papier, sans ajouter aucune remarque, ne voulant pas le pousser à bout. Mais j'étais fort étonné de la tournure que l'affaire avait prise. Sa mauvaise humeur m'intriguait. Et quant au croquis de l'insecte, il n'y avait positivement pas d'antenne visible, et l'ensemble ressemblait, à s'y méprendre, à l'image ordinaire d'une tête de mort. Il reprit son papier d'un air maussade, et il était au moment de le froisser, sans doute pour le jeter dans le feu, quand son regard étant tombé par hasard sur le dessin, toute son attention y parut enchaînée. En un instant, son visage devint d'un rouge intense, puis excessivement pâle. Pendant quelques minutes, sans bouger de sa place, il continua à examiner minutieusement le dessin. À la longue, il se leva, prit une chandelle sur la table, et alla s'asseoir sur un coffre, à l'autre extrémité de la chambre. Là, il recommença à examiner curieusement le papier, le tournant dans tous les sens. Néanmoins, il ne dit rien, et sa conduite me causait un étonnement extrême, mais je jugeai prudent de n'exaspérer par aucun commentaire sa mauvaise humeur croissante. Enfin,
Il tira de la poche de son habit un portefeuille, y serra soigneusement le papier et déposa le tout dans un pupitre qu'il ferma à clé. Il revint dès lors à des allures plus calmes, mais son premier enthousiasme avait totalement disparu. Il avait l'air plutôt concentré que boudeur. À mesure que la soirée s'avançait, il s'absorbait de plus en plus dans sa rêverie, et aucune de mes saillies ne put l'en arracher. Primitivement, j'avais eu l'intention de passer la nuit dans la cabane, comme j'avais déjà fait plus d'une fois, mais en voyant l'humeur de mon hôte, je jugeais plus convenable de prendre congé. Il ne fit aucun effort pour me retenir, mais quand je partis, il me serra la main avec une cordialité encore plus vive que de coutume. Un mois environ après cette aventure, et durant cet intervalle je n'avais pas entendu parler de Legrand, je reçus à Charleston une visite de son serviteur Jupiter. Je n'avais jamais vu le bon vieux nègre si complètement abattu, et je fus pris de la crainte qu'il ne fût arrivé à mon ami quelque sérieux malheur. « Eh bien, Jup, dis-je, quoi de neuf? Comment va ton maître ?»« Dame, pour dire la vérité, massa, il ne va pas aussi bien qu'il devrait. »« Pas bien? Vraiment, je suis navré d'apprendre cela. Mais de quoi se plaint-il? » ?»« Ah, voilà la question. Il ne se plaint jamais de rien, mais il est tout de même bien malade. »« Bien malade, Jupiter? Que ne disais-tu cela tout de suite? Est-il au lit? » ?»« Non, non, il n'est pas au lit. Il n'est bien nulle part, voilà justement où le soulier me blesse. J'ai l'esprit très inquiet au sujet du pauvre Massa Will. »« Jupiter, je voudrais bien comprendre quelque chose à tout ce que tu me racontes là. Tu dis que ton maître est malade. Ne t'a-t-il pas dit de quoi il souffre? » ?»« Oh, Massa, c'est bien inutile de se creuser la tête. Massa Will dit qu'il n'a absolument rien. Mais alors, pourquoi donc s'en va-t-il, de ça et de là, tout pensif, les regards sur son chemin, la tête basse, les épaules voûtées, et pâle comme une oie? Et pourquoi donc fait-il toujours et toujours des chiffres? » »« Il fait quoi, Jupiter? » »« Il fait des chiffres avec des signes sur une ardoise. Les signes les plus bizarres que j'ai jamais vus. Je commence à avoir peur tout de même. Il faut que j'aie toujours un œil braqué sur lui, rien que sur lui. L'autre jour, il m'a échappé avant le lever du soleil, et il a décampé pour toute la sainte journée. J'avais coupé un bon bâton exprès pour lui administrer une correction de tous les diables quand il reviendrait. Je suis si bête que je n'en ai pas eu le courage. Il a l'air si malheureux. Ah, vraiment? Eh bien, après tout, je crois que tu as mieux fait d'être indulgent pour le pauvre garçon. Il ne faut pas lui donner le fouet, Jupiter. Il n'est peut-être pas en état de le supporter. Mais ne peux-tu pas te faire une idée de ce qui a occasionné cette maladie, ou plutôt ce changement de conduite? Lui est-il arrivé quelque chose de fâcheux depuis que je vous ai vu? Non, massa. Il n'est rien arrivé de fâcheux depuis lors, mais avant cela, oui, j'en ai peur. C'était le jour même que vous étiez là-bas. Comment? Que veux-tu dire? Eh, massa, je veux parler du scarabée, voilà tout. Du quoi? Du scarabée. Je suis sûr que Massa Will a été mordu quelque part à la tête par ce scarabée d'or. Et quelle raison as-tu, Jupiter, pour faire une pareille supposition? Il a bien assez de pinces pour cela, Massa, et une bouche aussi. Je n'ai jamais vu un scarabée aussi endiablé. Il attrape et mord tout ce qu'il approche. Massa Will l'avait d'abord attrapé, mais il a bien vite lâché, je vous assure. C'est alors sans doute qu'il a été mordu. La mine de ce scarabée et sa bouche ne me plaisaient guère, certes. Aussi je ne voulus pas le prendre avec mes doigts. Mais je pris un morceau de papier, et j'empoignai le scarabée dans le papier. Je l'enveloppai donc dans le papier avec un petit morceau de papier dans la bouche. Voilà comment je m'y pris. Et tu penses donc que ton maître a été réellement mordu par le scarabée, et que cette morsure l'a rendu malade? Je ne pense rien du tout, je le sais. Pourquoi donc rêve-t-il toujours d'or, si ce n'est parce qu'il a été mordu par le scarabée d'or? J'en ai déjà entendu parler de ces scarabées d'or. Mais comment sais-tu qu'il rêve d'or? Comment je le sais? Parce qu'il en parle même en dormant, voilà comment je le sais. Au fait, Jupiter, tu as peut-être raison. Mais à quelle bienheureuse circonstance dois-je l'honneur de ta visite aujourd'hui? Que voulez-vous dire, Massa? M'apportes-tu un message de Monsieur Legrand? Non, Massa, je vous apporte une lettre que voici. Et Jupiter me tendit un papier où je lus. Mon cher, pourquoi donc ne vous ai-je pas vu depuis si longtemps? J'espère que vous n'avez pas été assez enfant pour vous formaliser d'une petite brusquerie de ma part, mais non, cela est par trop improbable. Depuis que je vous ai vu, j'ai eu un grand sujet d'inquiétude. J'ai quelque chose à vous dire, mais à peine sais-je comment vous le dire. Sais-je même si je vous le dirai? Je n'ai pas été tout à fait bien depuis quelques jours, et le pauvre vieux Jupiter m'ennuie insupportablement par toutes ses bonnes intentions et attentions. Le croiriez-vous? Il avait l'autre jour préparé un gros bâton à l'effet de me châtier, pour lui avoir échappé et avoir passé la journée seul au milieu des collines sur le continent. Je crois vraiment que ma mauvaise mine m'a seule sauvé de la bastonnade. Je n'ai rien ajouté à ma collection depuis que nous nous sommes vus. Revenez avec Jupiter, si vous le pouvez sans trop d'inconvénients. Venez, venez, je désire vous voir ce soir pour affaire grave. Je vous assure que c'est de la plus haute importance.
Votre tout dévoué, William Legrand. Il y avait dans le ton de cette lettre quelque chose qui me causa une forte inquiétude. Ce style différait absolument du style habituel de Legrand. À quoi diable rêvait-il? Quelle nouvelle lubie avait pris possession de sa trop excitable cervelle? Quelle affaire de si haute importance pouvait-il avoir à accomplir? Le rapport de Jupiter ne présageait rien de bon. Je tremblais que la pression continue de l'infortune n'eût à la longue singulièrement dérangé la raison de mon ami. Sans hésiter un instant, je me préparai donc à accompagner le nègre. En arrivant au quai, je remarquai une faux et 3 bêches, toutes également neuves, qui gisaient au fond du bateau dans lequel nous allions nous embarquer. « Qu'est-ce que tout cela signifie, Jupiter » demandai-je. « Ça, c'est une faux, Massa, et des bêches. »« Je le vois bien, mais qu'est-ce que tout cela fait ici ? Massa Will m'a dit d'acheter pour lui cette faux et ces bêches à la ville, et je les ai payées bien cher. Cela nous coûte un argent de tous les diables. Mais, au nom de tout ce qu'il y a de mystérieux, qu'est-ce que ton Massa Will a à faire de faux et de bêches ? Vous m'en demandez plus que je ne sais. Lui-même, Massa, n'en sait pas davantage. Le diable m'emporte si je n'en suis pas convaincu. Mais tout cela vient du scarabée. » Voyant que je ne pouvais tirer aucun éclaircissement de Jupiter, dont tout l'entendement paraissait absorbé par le scarabée, je descendis dans le bateau et je déployai la voile. Une belle et forte brise nous poussa bien vite dans la petite anse au nord du fort Moultrie, et après une promenade de 2 miles environ, nous arrivâmes à la hutte. Il était à peu près 3 heures de l'après-midi. Legrand nous attendait avec une vive impatience. Il me serra la main avec un empressement nerveux qui m'alarma et renforça mes soupçons naissants. Son visage était d'une pâleur spectrale et ses yeux, naturellement fort enfoncés, brillaient d'un éclat surnaturel. Après quelques questions relatives à sa santé, je lui demandai, ne trouvant rien de mieux à dire, si le lieutenant G lui avait enfin rendu son scarabée. « Oh, oui, répliqua-t-il en rougissant beaucoup. « Je le lui ai repris le lendemain matin. Pour rien au monde je ne me séparerai de ce scarabée. Savez-vous bien que Jupiter a tout à fait raison à son égard ?»« En quoi ?» demandai-je avec un triste pressentiment dans le cœur. « En supposant que c'est un scarabée d'or véritable. » Il dit cela avec un sérieux profond, qui me fit indiciblement mal. « Ce scarabée est destiné à faire ma fortune, » continua-t-il avec un sourire de triomphe, « à me réintégrer dans mes possessions de famille. Est-il donc étonnant que je le tienne en si haut prix ? Puisque la fortune a jugé bon de me l'octroyer, je n'ai qu'à en user convenablement, et j'arriverai jusqu'à l'or dont il est l'indice. Jupiter, apporte-le-moi. »« Quoi ? Le scarabée, Massa ? J'aime mieux n'avoir rien à démêler avec le scarabée. Vous saurez bien le prendre vous-même. » Là-dessus, Legrand se leva avec un air grave et imposant, et alla me chercher l'insecte sous un globe de verre où il était déposé. C'était un superbe scarabée inconnu à cette époque aux naturalistes, et qui devait avoir un grand prix au point de vue scientifique. Il portait à l'une des extrémités du dos 2 taches noires et rondes, et à l'autre une tache de forme allongée. Les élytres étaient excessivement dures et luisantes, et avaient positivement l'aspect de l'or bruni. L'insecte était remarquablement lourd, et tout bien considéré, je ne pouvais pas trop blâmer Jupiter de son opinion. Mais que Legrand s'entendît avec lui sur ce sujet, voilà ce qu'il m'était impossible de comprendre. Et quand il se serait agi de ma vie, je n'aurais pas trouvé le mot de l'énigme. « Je vous ai envoyé chercher, dit-il d'un ton magnifique, quand j'eus achevé d'examiner l'insecte. Je vous ai envoyé chercher pour vous demander conseil et assistance dans l'accomplissement des vues de la destinée et du scarabée. »« Mon cher Legrand, m'écriai-je en l'interrompant, vous n'êtes certainement pas bien et vous feriez beaucoup mieux de prendre quelques précautions. Vous allez vous mettre au lit, et je resterai auprès de vous quelques jours, jusqu'à ce que vous vous soyez rétabli. Vous avez la fièvre et... »« Tâtez mon pouls, dit-il. Je le tâtai, et pour dire la vérité, je ne trouvais pas le plus léger symptôme de fièvre. « Mais vous pourriez bien être malade sans avoir la fièvre. Permettez-moi pour cette fois seulement de faire le médecin avec vous. Avant toute chose, allez vous mettre au lit. Ensuite... »« Vous vous trompez, interrompit-il. Je suis aussi bien que je puis espérer de l'être dans l'état d'excitation que j'endure. Si réellement vous voulez me voir tout à fait bien, vous soulagerez cette excitation. » « Et que faut-il faire pour cela ? » ?»« C'est très facile. Jupiter et moi, nous partons pour une expédition dans les collines, sur le continent, et nous avons besoin de l'aide d'une personne en qui nous puissions absolument nous fier. Vous êtes cette personne unique. Que notre entreprise échoue ou réussisse, l'excitation que vous voyez en moi maintenant sera également apaisée. « J'ai le vif désir de vous servir en toutes choses, répliquai-je, mais prétendez-vous dire que cet infernal scarabée ait quelque rapport avec votre expédition dans les collines ? Oui, certes. Alors Legrand, il m'est impossible de coopérer à une entreprise aussi parfaitement absurde. J'en suis fâché, très fâché, car il nous faudra tenter l'affaire à nous seuls. À vous seul ?
Ah, le malheureux est fou à coup sûr, mais voyons, combien de temps durera votre absence? Probablement toute la nuit. Nous allons partir immédiatement, et dans tous les cas, nous serons de retour au lever du soleil. Et vous me promettez sur votre honneur que ce caprice passé et l'affaire du scarabée, bon Dieu, vidé à votre satisfaction, vous rentrerez au logis, et que vous y suivrez exactement mes prescriptions comme celles de votre médecin. Oui, je vous le promets. Et maintenant partons car nous n'avons pas de temps à perdre. J'accompagnai mon ami le cœur gros. À 4 heures, nous nous mîmes en route, le grand Jupiter, le chien et moi. Jupiter prit la faux et les bêches, il insista pour s'en charger, plutôt à ce qu'il me parut, par crainte de laisser un de ses instruments dans la main de son maître, que par excès de zèle et de complaisance. Il était d'ailleurs d'une humeur de chien, et ces mots, damné scarabée, furent les seuls qui lui échappèrent tout le long du voyage. J'avais pour ma part la charge de 2 lanternes sourdes. Quant à le grand, il s'était contenté du scarabée qu'il portait attaché au bout d'un morceau de ficelle, et qu'il faisait tourner autour de lui tout en marchant avec des airs de magicien. Quand j'observais ce symptôme suprême de démence dans mon pauvre ami, je pouvais à peine retenir mes larmes. Je pensais toutefois qu'il valait mieux épouser sa fantaisie, au moins pour le moment, ou jusqu'à ce que je puisse prendre quelques mesures énergiques avec chance de succès. Cependant, j'essayais, mais fort inutilement, de le sonder relativement au but de l'expédition. Il avait réussi à me persuader de l'accompagner et semblait désormais peu disposé à lier conversation sur un sujet d'une si maigre importance. À toutes mes questions, il ne daignait répondre que par un « Nous verrons bien ». Nous traversâmes dans un esquif la crique à la pointe de l'île, et grimpant sur les terrains montueux de la rive opposée, nous nous dirigeâmes vers le nord-ouest, à travers un pays horriblement sauvage et désolé, où il était impossible de découvrir la trace d'un pied humain. Le grand suivait sa route avec décision, s'arrêtant seulement de temps en temps pour consulter certaines indications qu'il paraissait avoir laissées lui-même dans une occasion précédente. Nous marchâmes ainsi 2 heures environ, et le soleil était au moment de se coucher quand nous entrâmes dans une région infiniment plus sinistre que tout ce que nous avions vu jusqu'alors. C'était une espèce de plateau au sommet d'une montagne affreusement escarpée, couverte de bois de la base au sommet, et semée d'énormes blocs de pierre qui semblaient éparpillés pêle-mêle sur le sol, et dont plusieurs se seraient infailliblement précipités dans les vallées inférieures sans le secours des arbres contre lesquels ils s'appuyaient. De profondes ravines irradiaient dans diverses directions, et donnaient à la scène un caractère de solennité plus lugubre. La plateforme naturelle sur laquelle nous étions grimpés était si profondément encombrée de ronces que nous vîmes bien que, sans la faux, il nous eût été impossible de nous frayer un passage. Jupiter, d'après les ordres de son maître, commença à nous éclaircir un chemin jusqu'au pied d'un tulipier gigantesque qui se dressait, en compagnie de 8 ou 10 chênes, sur la plateforme, et les surpassait tous, ainsi que tous les arbres que j'avais vus jusqu'alors, par la beauté de sa forme et de son feuillage, par l'immense développement de son branchage, et par la majesté générale de son aspect. Quand nous eûmes atteint cet arbre, le grand se tourna vers Jupiter, et lui demanda s'il se croyait capable d'y grimper. Le pauvre vieux parut légèrement étourdi par cette question, et resta quelques instants sans répondre. Cependant, il s'approcha de l'énorme tronc, en fit lentement le tour et l'examina avec une attention minutieuse. Quand il eut achevé son examen, il dit simplement « Oui, massa, Jup n'a pas vu d'arbre où il ne puisse grimper. »« Alors monte, allons, et rondement, car il fera bientôt trop noir pour voir ce que nous faisons. »« Jusqu'où faut-il monter, massa ?» demanda Jupiter. « Grimpe d'abord sur le tronc, et puis je te dirai quel chemin tu dois suivre. »« Ah, un instant, prends ce scarabée avec toi. »« Le scarabée, massa Will ? Le scarabée d'or ?» cria le nègre, reculant de frayeur. « Pourquoi donc faut-il que je porte avec moi ce scarabée sur l'arbre, que je sois damné si je le fais ? » Jup, si vous avez peur, vous, un grand nègre, un gros et fort nègre, de toucher à un petit insecte mort et inoffensif, eh bien vous pouvez l'emporter avec cette ficelle, mais si vous ne l'emportez pas avec vous d'une manière ou d'une autre, je serai dans la cruelle nécessité de vous fendre la tête avec cette bêche. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a donc, massa ? Dit Jup, que la honte rendait évidemment plus complaisant. Il faut toujours que vous cherchiez noise à votre vieux nègre. C'est une farce, voilà tout. Moi avoir peur du scarabée, je m'en soucie bien du scarabée. Et il prit avec précaution l'extrême bout de la corde, et maintenant, l'insecte aussi loin de sa personne que les circonstances le permettaient, il se mit en devoir de grimper à l'arbre. Dans sa jeunesse, le tulipier, ou l'Iriodendron tulipiferum, le plus magnifique des forestiers américains, a un tronc singulièrement lisse et s'élève souvent à une grande hauteur, sans pousser de branches latérales. Mais quand il arrive à sa maturité, l'écorce devient rugueuse et inégale, et de petits rudiments de branches se manifestent en grand nombre sur le tronc. Aussi l'escalade, dans le cas actuel, était beaucoup plus difficile en apparence qu'en réalité. Embrassant de son mieux l'énorme cylindre avec ses bras et ses genoux, empoignant avec les mains quelques-unes des pouces, appuyant ses pieds nus sur les autres,
Jupiter, après avoir failli tomber une ou deux fois, se hissa à la longue jusqu'à la première grande fourche, et sembla dès lors regarder la besogne comme virtuellement accomplie. En effet, le risque principal de l'entreprise avait disparu, bien que le brave nègre se trouvât à 60 ou 70 pieds du sol. « De quel côté faut-il que j'aille maintenant, Massa Will » demanda-t-il. « Suis toujours la plus grosse branche, celle de ce côté, » dit le grand. Le nègre lui obéit promptement, et apparemment sans trop de peine. Il monta toujours plus haut, de sorte qu'à la fin sa personne rampante et ramassée disparut dans l'épaisseur du feuillage. Il était tout à fait invisible. Alors sa voix lointaine se fit entendre. Il criait. « Jusqu'où faut-il monter encore ?»« À quelle hauteur es-tu » demanda le grand. « Si haut, répliqua le nègre, que je peux voir le ciel à travers le sommet de l'arbre. »« Ne t'occupe pas du ciel, mais fais attention à ce que je te dis. Regarde le tronc, et compte les branches au-dessus de toi, de ce côté. Combien de branches as-tu passé ?»« 1, 2, 3, 4, 5. J'ai passé 5 grosses branches, Massa, de ce côté-ci. Alors monte encore une branche. » Au bout de quelques minutes, sa voix se fit entendre de nouveau. Il annonçait qu'il avait atteint la 7e branche. « Maintenant, Jup !» cria le grand, en proie à une agitation manifeste. « Il faut que tu trouves le moyen de t'avancer sur cette branche aussi loin que tu pourras. Si tu vois quelque chose de singulier, tu me le diras. » Dès lors, les quelques doutes que j'avais essayé de conserver relativement à la démence de mon pauvre ami disparurent complètement. Je ne pouvais plus ne pas le considérer comme frappé d'aliénation mentale, et je commençais à m'inquiéter sérieusement des moyens de le ramener au logis. Pendant que je méditais sur ce que j'avais de mieux à faire, la voix de Jupiter se fit entendre de nouveau. « J'ai bien peur de m'aventurer un peu loin sur cette branche. C'est une branche morte, presque dans toute sa longueur. »« Tu dis bien que c'est une branche morte, Jupiter » cria le grand d'une voix tremblante d'émotion. « Oui, Massa, morte comme un vieux clou de la porte. C'est une affaire faite, elle est bien morte, tout à fait sans vie. »« Au nom du ciel, que faire ?» demanda le grand, qui semblait en proie à un vrai désespoir. « Que faire, dis-je, heureux de saisir l'occasion pour placer un mot raisonnable. Retourner au logis et nous aller coucher. Allons, venez, soyez gentil, mon camarade. Il se fait tard, et puis, souvenez-vous de votre promesse. »« Jupiter !» criait-il, sans m'écouter le moins du monde. « M'entends-tu ?»« Oui, Massa Will, je vous entends parfaitement. »« Entame donc le bois avec ton couteau, et dis-moi si tu le trouves bien pourri. »« Pourri, Massa ? Assez pourri, répliqua bientôt le nègre. Mais pas aussi pourri qu'il pourrait l'être. Je pourrais m'aventurer un peu plus sur la branche, mais moi seul. »« Toi seul ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux parler du scarabée. Il est bien lourd, le scarabée. Si je le lâchais d'abord, la branche porterait bien sans casser le poids d'un nègre tout seul. »« Infernal coquin !» cria le grand, qui avait l'air fort soulagé. « Quelle sottise me chantes-tu là ? Si tu laisses tomber l'insecte, je te tords le cou. Fais-y attention, Jupiter. Tu m'entends, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, Massa. Ce n'est pas la peine de traiter comme ça un pauvre nègre. »« Eh bien, écoute-moi maintenant. Si tu te hasardes sur la branche aussi loin que tu pourras le faire sans danger et sans lâcher le scarabée, je te ferai cadeau d'un $1 d'argent aussitôt que tu seras descendu. »« J'y vais, Massa Will. »« Mais voilà, répliqua lestement le nègre, je suis presque au bout. »« Au bout ?» cria le grand très radouci. « Veux-tu dire que tu es au bout de cette branche ? » ?»« Je suis bientôt au bout, Massa. »« Oh ! Oh ! Seigneur Dieu, miséricorde ! Qu'y a-t-il sur l'arbre ? » ?»« Eh bien !» cria le grand, au comble de la joie. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Eh, ce n'est rien qu'un crâne. Quelqu'un a laissé sa tête sur l'arbre, et les corbeaux ont becqueté toute la viande. »« Un crâne, dis-tu ? Très bien. Comment est-il attaché à la branche ? Qu'est-ce qui le retient ? » ?»« Oh, il tient bien. Mais il faut voir. Ah, c'est une drôle de chose, sur ma parole. Il y a un gros clou dans le crâne qui le retient à l'arbre. »« Bien. Maintenant, Jupiter, fais exactement ce que je vais te dire, tu m'entends ? » ?»« Oui, Massa. »« Fais bien attention. Trouve l'œil gauche du crâne. » »« Oh, voilà qui est drôle. Il n'y a pas d'œil gauche du tout. »« Maudite stupidité. Sais-tu distinguer ta main droite de ta main gauche ? » ?»« Oui, je sais tout cela. Ma main gauche est celle avec laquelle je fends le bois. »« Sans doute tu es gaucher. Et ton œil gauche est du même côté que ta main gauche. Maintenant, je suppose tu peux trouver l'œil gauche du crâne, ou la place où était l'œil gauche, as-tu trouvé ? » Il y eut ici une longue pause. Enfin, le nègre demanda. « L'œil gauche du crâne est aussi du même côté que la main gauche du crâne ? Mais le crâne n'a pas de main du tout. Ça ne fait rien. J'ai trouvé l'œil gauche. Voilà l'œil gauche. Que faut-il faire maintenant ? » ?»« Laisse filer le scarabée à travers, aussi loin que la ficelle peut aller. Mais prends bien garde de lâcher le bout de la corde. » Voilà qui est fait, Massa Will. C'était chose facile de faire passer le scarabée par le trou. Tenez, voyez-le descendre.
Voilà qui est fait... Pardon, j'étais en train de reprendre le même texte. Pendant tout ce dialogue, la personne de Jupiter était restée invisible, mais l'insecte qu'il laissait filer apparaissait maintenant au bout de la ficelle, et brillait comme une boule d'or brunie au dernier rayon du soleil couchant, dont quelques-uns éclairaient encore faiblement l'éminence où nous étions placés. Le scarabée, en descendant, émergeait des branches, et si Jupiter l'avait laissé tomber, il serait tombé à nos pieds. Le grand prit immédiatement la faux et éclaircit un espace circulaire de 3 ou 4 yards de diamètre, juste au-dessous de l'insecte, et ayant achevé cette besogne, ordonna à Jupiter de lâcher la corde et de descendre de l'arbre. Avec un soin scrupuleux, mon ami enfonça dans la terre une cheville, à l'endroit précis où le scarabée était tombé, et tira de sa poche un ruban à mesurer. Il l'attacha par un bout à l'endroit du tronc de l'arbre qui était le plus près de la cheville, le déroula jusqu'à la cheville et continua ainsi à le dérouler dans la direction donnée par ses 2 points. La cheville et le tronc jusqu'à la distance de 50 pieds. Pendant ce temps, Jupiter nettoyait les ronces avec la faux. Au point ainsi trouvé, il enfonça une seconde cheville, qu'il prit comme centre, et autour duquel il décrivait grossièrement un cercle de 4 pieds de diamètre environ. Il s'empara alors d'une bêche, en donna une à Jupiter, une à moi, et nous pria de creuser aussi vivement que possible. Pour parler franchement, je n'avais jamais eu beaucoup de goût pour un pareil amusement, et dans le cas présent je m'en serais bien volontiers passé. Car la nuit s'avançait, et je me sentais passablement fatigué de l'exercice que j'avais déjà pris, mais je ne voyais aucun moyen de m'y soustraire, et je tremblais de troubler par un refus la prodigieuse sérénité de mon pauvre ami. Si j'avais pu compter sur l'aide de Jupiter, je n'aurais pas hésité à ramener par la force notre fou chez lui, mais je connaissais trop bien le caractère du vieux nègre pour espérer son assistance, dans le cas d'une lutte personnelle avec son maître, et dans n'importe quelle circonstance. Je ne doutais pas que Legrand n'eût le cerveau infecté de quelques-unes des innombrables superstitions du Sud relatives aux trésors enfouis, et que cette imagination n'eût été confirmée par la trouvaille du scarabée, ou peut-être même par l'obstination de Jupiter à soutenir que c'était un scarabée d'or véritable. Un esprit tourné à la folie pouvait bien se laisser entraîner par de pareilles suggestions, surtout quand elles s'accordaient avec ses idées favorites préconçues. Puis je me rappelai le discours du pauvre garçon relativement au scarabée, indice de sa fortune. Par-dessus tout, j'étais cruellement tourmenté et embarrassé. Mais enfin, je résolus de faire contre fortune bon cœur et bêcher de bonne volonté, pour convaincre mon visionnaire le plus tôt possible, par une démonstration oculaire, de l'inanité de ses rêveries. Nous allumâmes les lanternes, et nous attaquâmes notre besogne avec un ensemble et un zèle digne d'une cause plus rationnelle. Et comme la lumière tombait sur nos personnes et nos outils, je ne pus m'empêcher de songer que nous composions un groupe vraiment pittoresque, et que si quelques intrus étaient tombés par hasard au milieu de nous, nous lui aurions apparu comme faisant une besogne bien étrange et bien suspecte. Nous creusâmes ferme 2 heures durant. Nous parlions peu. Notre principal embarras était causé par les aboiements du chien, qui prenait un intérêt excessif à nos travaux. À la longue, il devint tellement turbulent que nous craignîmes qu'il ne donnât l'alarme à quelques rôdeurs du voisinage, ou plutôt, c'était la grande appréhension de Legrand, car pour mon compte, je me serais réjoui de toute interruption qui m'aurait permis de ramener mon vagabond à la maison. À la fin, le vacarme fut étouffé, grâce à Jupiter, qui, s'élançant hors du trou avec un air furieusement décidé, musela la gueule de l'animal avec une de ses bretelles, et puis retourna à sa tâche avec un petit rire de triomphe très grave. Les 2 heures écoulées, nous avions atteint une profondeur de 5 pieds, et aucun indice de trésor ne se montrait. Nous fîmes une pause générale, et je commençai à espérer que la farce touchait à sa fin. Cependant, le grand, quoique évidemment très déconcerté, s'essuya le front d'un air pensif et reprit sa bêche. Notre trou occupait déjà toute l'étendue du cercle de 4 pieds de diamètre. Nous entamâmes légèrement cette limite, et nous creusâmes encore de 2 pieds. Rien n'apparut. Mon chercheur d'or, dont j'avais sérieusement pitié, sauta enfin du trou avec le plus affreux désappointement écrit sur le visage, et se décida, lentement et comme à regret, à reprendre son habit qu'il avait ôté avant de se mettre à l'ouvrage. Pour moi, je me gardais bien de faire aucune remarque. Jupiter, à un signal de son maître, commença à rassembler les outils. Cela fait, et le chien étant démuselé, nous reprîmes notre chemin dans un profond silence. Nous avions peut-être fait une 12aine de pas, quand le grand, poussant un terrible juron, sauta sur Jupiter et l'empoigna au collet. Le nègre stupéfait ouvrit les yeux et la bouche dans toute leur ampleur, lâcha les bêches et tomba sur les genoux. « Scélérat !» criait le grand en faisant siffler les syllabes. « Scélérat !» criait le blanc en faisant siffler les syllabes entre ses dents. « Infernal noir, gredin de noir ! Parle, te dis-je! Réponds-moi à l'instant et surtout ne prévarique pas! Quel est ton œil gauche ?» « Ah, miséricorde, Massa Will, n'est-ce pas là pour sûr mon œil gauche ?
rugissait Jupiter épouvanté, plaçant sa main sur l'organe droit de la vision, et lit maintenant avec l'opiniâtreté du désespoir, comme s'il eût craint que son maître ne voulût le lui arracher. « Je m'en doutais, je le savais bien, hurrah !» vociféra le grand, en lâchant le nègre et en exécutant une série de gambades et de cabrioles, au grand étonnement de son domestique qui, en se relevant, promenait sans mot dire ses regards de son maître à moi et de moi à son maître. « Allons, il nous faut retourner, dit celui-ci, la partie n'est pas perdue. » Et il reprit son chemin vers le tulipier. « Jupiter, dit-il quand nous fûmes arrivés au pied de l'arbre, viens ici. Le crâne est-il cloué à la branche avec la face tournée à l'extérieur ou tournée contre la branche ? La face est tournée à l'extérieur, massa, de sorte que les corbeaux ont pu manger les yeux sans aucune peine. Bien, alors est-ce par cet œil-ci ou par celui-là que tu as fait couler le scarabée ? Et le grand touchait alternativement les deux yeux de Jupiter. Par cet œil-ci, massa, par l'œil gauche, juste comme vous me l'aviez dit ? Et c'était encore son œil droit qu'indiquait le pauvre nègre. Allons, allons, il nous faut recommencer. Alors mon ami, dans la folie duquel je voyais maintenant, ou croyais voir certains indices de méthode, reporta la cheville qui marquait l'endroit où le scarabée était tombé, à 3 pouces vers l'ouest de sa première position. Étalant de nouveau son cordeau du point le plus rapproché du tronc jusqu'à la cheville, comme il avait déjà fait, et continuant à l'étendre en ligne droite à une distance de 50 pieds, il marqua un nouveau point éloigné de plusieurs yards de l'endroit où nous avions précédemment creusé. Autour de ce nouveau centre, un cercle fut tracé un peu plus large que le premier, et nous nous mîmes de rechef à jouer de la bêche. J'étais effroyablement fatigué, mais, sans me rendre compte de ce qui occasionnait un changement dans ma pensée, je ne sentais plus une aussi grande aversion pour le labeur qui m'était imposé. Je m'y intéressais inexplicablement, je dirais plus, je me sentais excité. Peut-être y avait-il dans toute l'extravagante conduite de Legrand un certain air délibéré, une certaine allure prophétique qui m'impressionnait moi-même. Je bêchais ardemment, et de temps à autre je me surprenais cherchant pour ainsi dire des yeux, avec un sentiment qui ressemblait à de l'attente, ce trésor imaginaire dont la vision avait affolé mon infortuné camarade. Dans un de ces moments où ces rêvasseries s'étaient plus singulièrement emparées de moi, et comme nous avions déjà travaillé 1 heure et demie à peu près, nous fûmes de nouveau interrompus par les violents hurlements du chien. Son inquiétude, dans le premier cas, n'était évidemment que le résultat d'un caprice ou d'une gaieté folle, mais cette fois elle prenait un ton plus violent et plus caractérisé. Comme Jupiter s'efforçait de nouveau de le museler, il fit une résistance furieuse, et bondissant dans le trou, il se mit à gratter frénétiquement la terre avec ses griffes. En quelques secondes, il avait découvert une masse d'ossements humains, formant 2 squelettes complets et mêlés de plusieurs boutons de métal, avec quelque chose qui nous parut être de la vieille laine pourrie et émiettée. 1 ou 2 coups de bêche firent sauter la lame d'un grand couteau espagnol. Nous creusâmes encore, et 3 ou 4 pièces de monnaie d'or et d'argent apparurent éparpillées. À cette vue, Jupiter put à peine contenir sa joie, mais la physionomie de son maître exprima un affreux désappointement. Il nous supplia toutefois de continuer nos efforts, et à peine avait-il fini de parler que je trébuchai et tombai en avant. La pointe de ma botte s'était engagée dans un gros anneau de fer qui gisait à moitié enseveli sous un amas de terre fraîche. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause. Et du coup, je viens vous lire dans le chat, je vois que vous avez été nombreux à parler. Alors du coup, je ne sais pas si les nouveaux arrivants sont encore là. Dans le doute, bonsoir et bienvenue Mad Games parmi nous. J'espère que tu vas bien, apparemment ça va, donc c'est cool. Bonsoir Crunédor, j'espère que tu vas bien également. J'espère que tu vas bien également. Et arrêtez avec cette négativité les gens. Oh là là, je vois que tout le monde est en train de dire qu'il va pas très bien. Aïe. Il faut pas les gens, ça va aller, ça va aller. Et en vrai de vrai, Nanumanga, il n'y a pas à être choqué de ça en fait. Dans le sens où bah c'est normal dans les vieux textes de trouver ce genre de mots, je trouve. Aujourd'hui, c'est un terme plutôt vu de manière très péjorative, enfin ouais négative quoi, ouais péjorative voire. Mais à l'époque, ça devait pas du tout l'être, je pense. Enfin, en fait, ouais, c'était considéré comme normal entre guillemets. Donc, je pense vraiment pas qu'il faille être choqué entre guillemets. C'est une autre époque et d'autres mœurs. On peut juste faire un état des lieux de ce que c'était à l'époque peut-être, mais je pense pas. Enfin,
Si bien sûr c'est pas comment dire, c'est pas utilisé de manière de toute manière ça se voit à la manière dont il comment dire, dont il discute avec le vieux nègre Jupiter. Ça se voit qu'il n'y a pas un respect infini, mais quand même il lui parle plutôt pas dégueu non plus. Donc je pense que faut pas le prendre de cette manière, c'est juste d'autres époques entre guillemets. Et du coup, bonsoir Sterdenko qui nous rejoint également ce soir. Ça fait plaisir de te voir en live, Ster. J'espère que tu vas bien, toi. J'espère que tu vas bien et ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir d'être live. Et ouais, bah ouais, plein d'ondes positives à tout le monde là. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tout le monde va mal. Ça va me foutre le bourdon, ça. Ça va me foutre le scarabée, n'est-ce pas? Mais positive attitude, les gens, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bref. Euh, En tout cas, franchement, j'espère que l'histoire vous plaît jusqu'à présent, mais personnellement, je trouve que c'est la meilleure nouvelle qu'on ait lue à l'heure actuelle d'Histoire extraordinaire. J'avoue que les deux premières nouvelles étaient d'un ton plutôt d'un genre policier, disons. En plus, il y avait deux fois à peu près les mêmes, enfin, deux fois le même narrateur et le même personnage principal entre guillemets. Donc au final, les deux premières, j'avais moins apprécié. C'était un peu moins mon délire. Faut dire que c'est un genre que j'apprécie un peu moins. Mais, euh, mais ouais, voilà. La lettre volée et double assassinat dans la rue Morgue. J'ai trouvé ça ok, mais ça m'a pas emballé. Alors que là, je suis vraiment dans le texte. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, je suis vraiment dans le texte, je suis vraiment dans l'histoire. Et je la trouve hyper intéressante et ça m'intéresse vachement. Et là, pour le coup, là où peut-être les deux premières nouvelles étaient plus ressemblants et ont certainement inspiré de toute manière Arthur Conan Doyle pour Sherlock Holmes, là on est plutôt sur un texte, je trouve, qui ressemble plus à du Jules Verne ou voire à du Lovecraft, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc un truc un peu plus d'aventure, etc. Et je trouve que, ouais, je trouve qu'il y a, enfin, ça m'étonnerait pas que Lovecraft se soit inspiré d'Edgar Allan Poe. De toute manière, si je dis pas de bêtises, Lovecraft tenait Edgar Allan Poe en bonne conscience, comme on dit. Je crois qu'il l'adulait pas mal. Donc voilà. Je trouve que là, on retrouve vraiment la patte Lovecraft. Enfin, la patte Lovecraft est arrivée après Edgar Allan Poe, bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment dans ce genre de texte-là plutôt ce soir. Et du coup, ça me plaît bien davantage. Donc, perso, j'aime beaucoup l'histoire de ce soir. Enfin, j'aimerais trop voir un scarabée d'or avec une espèce de tête de mort dessinée dessus. Enfin bref, je trouve qu'il y a vraiment un délire cool parce que du coup, on sent le mec obsédé, donc le grand. On sent qu'il est totalement obsédé par son trésor, par son mystère, etc. Puis à côté, on a le mec qui le prend pour un fou. Ça, c'est un truc qu'on a très souvent dans Lovecraft aussi. D'avoir un mec totalement dans sa folie et les autres observateurs qui observent sa folie et qui comprennent pas. Alors qu'en vérité, sa folie, certes, semble déraisonnable, etc., mais fait écho à une réalité. Donc là, j'ai hâte de voir si, par la suite, sa folie amène à quelque chose de réel, mais de totalement dingue, ou si il a juste pété un plomb. Enfin bon, bref. J'ai assez hâte de voir la suite. Franchement, j'aime bien. Ce soir, c'est vraiment cool. Jules Verne, Poe et Lovecraft, ça fait bien plaisir, ces trois noms dans la même phrase. J'avoue, c'est une bonne brochette. C'est une bonne brochette. J'aimerais bien trouver des auteurs un peu dans ce genre-là pour les prochains lives en vrai. Bah, y a pas de souci, Sterdenko, c'est gentil déjà d'avoir fait le geste de vouloir hoster. Donc, y a pas de souci, Ster. Par contre, c'est vrai que les nouvelles dans ce recueil, je mets du temps à les lire. Parce que là, la nouvelle ne fait que 40 pages, et pourtant, bah, je vais mettre quasi 2 heures. On a déjà fait 1 heure là, avec la première partie de lecture de ce soir. Et du coup, je pense qu'on va mettre relativement un nombre conséquent de lives à lire l'œuvre entière. Je regarde un peu la table des matières. Là, il y a 40 pages, là, il y a 20 pages, là, il y a beaucoup de pages. Ah mince, on va être un peu bloqué parce que la prochaine nouvelle ne fait même pas 20 pages, tandis que celle d'après fait quasiment 50 pages.
Donc je sais pas comment je vais goupiller la chose. Ou bien on fait un tout petit live. Au pire, ah, on peut peut-être faire ça. Au pire, on peut faire un petit live bonus. Alors je vous propose l'idée, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que la prochaine nouvelle, je la fasse dans un prochain live très court dans 3 jours? Et puis voilà, ça fera un live dans 3 jours de genre même pas 1 heure, je pense. Ou est-ce que vous préférez que bah on fasse un live bonus entre guillemets demain par exemple? Étant donné que là j'ai pas de live et si on découvrait pour demain et pour quelques temps je pense. Du coup on pourrait peut-être faire ça. On pourrait peut-être faire un live bonus de lecture demain qui sera vraiment très court quoi. Comme ça ce soir on s'est fait un live de 2 heures, quelque chose comme ça, et demain on se ferait un live de peut-être ouais 1 heure, un truc comme ça. Ça peut être une bonne solution. En général, j'aime pas faire 2 lives de suite, enfin 2 jours de suite, parce que bah c'est genre pas cool pour les gens qui veulent suivre en rediffusion. Ils ont pas le temps de rattraper la dernière lecture. Mais là, vu que bah, c'est des nouvelles et qu'elles sont toutes enfin qu'elles sont toutes bien coupées et bien différentes avec des histoires différentes, qu'il n'y a pas de liaison entre ces nouvelles, ça peut être une bonne solution, je pense. Et du coup, grand événement, Cora qui vient de nous faire un don de 10 euros. Merci beaucoup Cora, c'est très gentil, je suis très gêné, mais c'est très gentil. Merci beaucoup l'ami. N'hésitez pas à aller voir les lives de Cora, hein, je le répète souvent, mais n'hésitez pas à aller voir les lives de Cora parce qu'il est juste incroyable cet homme, il dessine super bien et puis ses lives sont très sympas de toute manière. Avec son petit message, parce que tu le mérites, merci pour tes lives de qualité. Merci à toi Cora pour tes encouragements. Et puis merci pour le don, c'est très gentil Cora. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça me fait fort plaisir. En vrai, comment dire, j'aime pas, enfin j'aime pas faire la charité entre guillemets et ça me gêne toujours quand c'est des potes qui me font des dons, etc. Mais en même temps, bah, je peux juste vous dire merci et c'est clairement très cool pour moi parce que ça me permet de faire des choses quoi. Et genre là vraiment, je commence à avoir une trentaine d'euros de côté grâce aux dons, aux subs, aux bits et à des sondages rémunérés sur internet. Donc voilà, ces 30 euros de côté, bah, c'est autant de 30 euros que je vais pas devoir débourser de ma poche pour acheter les prochaines œuvres ou les prochains jeux vidéo sur lesquels on fera des lives de lecture ou de découverte. Donc c'est d'une grande aide et que ce soit des dons, des subs, des bits, des hosts, des follow, tout ce que vous voulez, c'est d'une grande aide. Donc un énorme merci à tous ceux qui font cela, c'est très gentil. Et ceux qui ne peuvent pas faire cela, mais qui sont juste là comme ça et qui m'encouragent dans les lives, dans le chat ou dans les commentaires YouTube ou en message privé même, eh bien merci aussi à vous, je ne vous oublie pas parce que tout cela est très important pour moi. Tout petit message est très important, même sur YouTube, en vrai, je le répète, je l'ai dit il y a pas longtemps, mais rien qu'un j'aime, rien qu'un petit partage, rien qu'un petit commentaire sur YouTube, bah ça vaut beaucoup pour moi parce que j'ai pas forcément énormément de visibilité, et du coup, bah, ces petits gestes me donnent l'impression de faire quelque chose de bien, donc merci à vous, ça me donne des indications sur ce que je fais et sur ce que je dois faire, entre guillemets. Ah merci Esther de m'avoir mis en host automatique, c'est hyper gentil. Il me semblait que je l'avais fait pour toi. Je crois qu'en host automatique j'ai... Mais je sais pas si ça marche d'ailleurs parce que Cora j'ai pas l'impression que tu sois hosté souvent. Enfin je sais pas. Mais je crois qu'en host automatique j'ai Cora, Sterdenko et Mirani. Et je sais pas si ça fonctionne en vrai mais bon. Faudrait que je vérifie ça un jour parce que c'est un peu dommage quand même. Et du coup, écoutez, vous avez l'air assez ouvert à l'idée d'un live bonus, donc je pense qu'on fera un live bonus demain. Ouais, je pense qu'on fera ça. Et ça fait plaisir que tu sois parmi nous, Cora, j'espère que tu vas bien. Et du coup, Nanu Manga qui nous offre encore des bits. Merci Nanu, c'est très gentil. Merci, merci. Si quelqu'un trouve à quoi ça sert, enfin à quoi ça sert, comment on s'en sert sur Twitch, je prends. Parce que j'ai l'impression que ça ne sert, entre guillemets, qu'à envoyer des cheers. Et pourtant, j'avais l'impression de voir que ça pouvait offrir d'autres choses. Alors, je sais pas si je me trompe, mais bon. Si quelqu'un a une idée de comment fonctionnent les bits exactement, ça pourrait m'aider.
Bah ouais, Ster, je te host aussi normalement. Et Cora aussi, je crois. Mais ouais, bah ouais, apparemment on s'est tous inter-hostés. Et ça a l'air de ne pas marcher du tout, donc c'est un peu chiant quoi, c'est un peu dommage. Mad Games, tu échanges ça contre de l'argent. Ok, ok. Et du coup, comment on fait cette transaction? Parce que je t'avoue, je connais pas. Enfin, ouais. Genre, c'est quoi? Genre, on peut acheter des jeux avec genre la couronne là? Je sais plus comment ça s'appelle. Oula, j'ai eu trop peur, J'ai cru que mon live était venu off là. Bah d'ailleurs, je vous le demande. Est-ce que je suis toujours en live? Parce que là, mon ordi m'indique que je suis hors ligne. J'espère que non. Ok, Esther, bah merci beaucoup pour ce host du coup. Ah là là, vous êtes vraiment une bonne commu en vrai. En vrai, j'ai méga de la chance. Tous les gens que je côtoie en live et que j'ai dans mon chat, ce sont que des gens que j'apprécie. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir de tous vous accueillir dans ces lives. Je suis ému. Et on va continuer. On va continuer. Alors attendez. Je lis en même temps des messages. Hein. Vous êtes nombreux à parler, du coup j'essaie de rattraper les messages sans pour autant freiner le rythme du live. Et du coup sur ce les amis, je pense qu'on va redémarrer la lecture. Surtout que comme je vous le disais, je suis assez excité par cette lecture, je la trouve vraiment cool. En plus on s'est un peu arrêté à un moment fatidique puisque on est en pleine fouille limite archéologique. On va voir ce qu'il en est exactement, mais on fouille pour un trésor a priori. Donc j'ai hâte de voir quelle va être la résolution de cette fouille. Et bah, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Je vais pas pouvoir tous vous le souhaiter individuellement parce que vous êtes beaucoup. Mais du coup, bonne écoute Cora, bonne écoute Stardenko, bonne écoute Nanumanga, bonne écoute Fallen, bonne écoute Mad, bonne écoute... voilà quoi, Ster, Wakina... Jumpy, je sais pas, j'en oublie peut-être, et désolé si j'en oublie, mais bonne écoute à vous tous, bonne écoute à tous ceux à tous ceux qui nous écoutent dans l'ombre et à ceux qui nous écoutent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour l'outro de ce live, les amis. Le Scarabée d'or, suite et fin. Nous nous remîmes au travail avec une ardeur nouvelle. Jamais je n'ai passé 10 minutes dans une aussi vive exaltation. Durant cet intervalle, nous déterrâmes complètement un coffre de forme oblongue, qui, à en juger par sa parfaite conservation et son étonnante dureté, avait été évidemment soumise à quelques procédés de minéralisation, peut-être au bichlorure de mercure. Ce coffre avait 3 pieds et demi de long, 3 de large et 2 et demi de profondeur. Il était solidement maintenu par des lames de fer forgé, rivées et formant tout autour une espèce de treillage. De chaque côté du coffre, près du couvercle, étaient 3 anneaux de fer, 6 en tout, au moyen desquels 6 personnes pouvaient s'en emparer. Tous nos efforts réunis ne réussirent qu'à le déranger légèrement de son lit. Nous vîmes tout de suite l'impossibilité d'emporter un si énorme poids. Par bonheur, le couvercle n'était retenu que par 2 verrous que nous fîmes glisser, tremblants et pantelants d'anxiété. En un instant, un trésor d'une valeur incalculable s'épanouit, étincelant devant nous. Les rayons des lanternes tombaient dans la fosse et faisaient jaillir d'un amas confus d'or et de bijoux des éclairs et des splendeurs qui nous éclaboussaient positivement les yeux. Je n'essaierai pas de décrire les sentiments avec lesquels je contemplais ce trésor. La stupéfaction, comme on peut le supposer, dominait tous les autres. Le grand paraissait épuisé par son excitation même, et ne prononça que quelques paroles. Quant à Jupiter, sa figure devint aussi mortellement pâle que cela est possible à une figure de nègre. Il semblait stupéfié, foudroyé. Bientôt il tomba sur ses genoux dans la fosse, et plongeant ses bras nus dans l'or jusqu'au coude, il les y laissa longtemps, comme s'il jouissait des voluptés d'un bain. Enfin, il s'écria avec un profond soupir, comme se parlant à lui-même. « Et tout cela vient du scarabée d'or? Le joli scarabée d'or, le pauvre petit scarabée d'or que j'injuriais, que je calomniais? N'as-tu pas honte de toi, vilain nègre? Hein, qu'as-tu à répondre ?» Il fallut que je réveillasse, pour ainsi dire, le maître et le valet,
et que je leur fisse comprendre qu'il y avait urgence à emporter le trésor. Il se faisait tard, et il nous fallait déployer quelque activité si nous voulions que tout fût en sûreté chez nous avant le jour. Nous ne savions quel parti prendre, et nous perdions beaucoup de temps en délibération, tant nous avions les idées en désordre. Finalement, nous allégeâmes le coffre en enlevant les 2/3 de son contenu, et nous pûmes enfin, mais non sans peine encore, l'arracher de son trou. Les objets que nous en avions tirés furent déposés parmi les ronces, et confiés à la garde du chien, à qui Jupiter enjoignit strictement de ne bouger sous aucun prétexte, et de ne pas même ouvrir la bouche jusqu'à notre retour. Alors nous nous mîmes précipitamment en route avec le coffre. Nous atteignîmes la hutte sans accident, mais après une fatigue effroyable et à 1 heure du matin. Épuisés comme nous l'étions, nous ne pouvions immédiatement nous remettre à la besogne, c'eût été dépasser les forces de la nature. Nous nous reposâmes jusqu'à 2 heures, puis nous soupâmes. Enfin, nous nous remîmes en route pour les montagnes, munis de 3 gros sacs que nous trouvâmes par bonheur dans la hutte. Nous arrivâmes un peu avant 4 heures à notre fosse, nous nous partageâmes aussi également que possible le reste du butin, et, sans nous donner la peine de combler le trou, nous nous remîmes en marche vers notre case où nous déposâmes pour la seconde fois nos précieux fardeaux, juste comme les premières bandes de l'aube apparaissaient à l'est au-dessus de la cime des arbres. Nous étions absolument brisés, mais la profonde excitation actuelle nous refusa le repos. Après un sommeil inquiet de 3 ou 4 heures, nous nous levâmes, comme si nous nous étions concertés pour procéder à l'examen du trésor. Le coffre avait été rempli jusqu'au bord, et nous passâmes toute la journée et la plus grande partie de la nuit suivante à inventorier son contenu. On n'y avait mis aucune espèce d'ordre ni d'arrangement, tout y avait été empilé pêle-mêle. Quand nous eûmes fait soigneusement un classement général, nous nous trouvâmes en possession d'une fortune qui dépassait tout ce que nous avions supposé. Il y avait en espèces plus de 450 000 $, en estimant la valeur des pièces aussi rigoureusement que possible d'après les tables de l'époque. Dans tout cela, pas une parcelle d'argent. Tout était en or de vieille date et d'une grande variété. Monnaie française, espagnole et allemande, quelques guinées anglaises et quelques jetons dont nous n'avions jamais vu aucun modèle. Il y avait plusieurs pièces de monnaie, très grandes et très lourdes, mais si usées qu'il nous fut impossible de déchiffrer les inscriptions. Aucune monnaie américaine. Quant à l'estimation des bijoux, ce fut une affaire un peu plus difficile. Nous trouvâmes des diamants, dont quelques-uns très beaux et d'une grosseur singulière. En tout 110, dont pas un n'était petit, 18 rubis d'un éclat remarquable, 310 émeraudes, toutes très belles, 21 saphirs et une opale. Toutes ces pierres avaient été arrachées de leur monture et jetées pêle-mêle dans le coffre. Quant aux montures elles-mêmes, dont nous fîmes une catégorie distincte de l'autre or, elles paraissaient avoir été broyées à coups de marteau comme pour rendre toute reconnaissance impossible. Outre tout cela, il y avait une énorme quantité d'ornements en or massif, près de 200 bagues ou boucles d'oreilles massives, de belles chaînes au nombre de 30, si j'ai bonne mémoire, 83 crucifix très grands et très lourds, 5 encensoirs d'or d'un grand prix, un gigantesque bol à punch en or, orné de feuilles de vigne et de figures de bacchantes largement ciselées, 2 poignées d'épée merveilleusement travaillées, et une foule d'autres articles plus petits et dont j'ai perdu le souvenir. Le poids de toutes ces valeurs dépassait 350 livres, et dans cette estimation j'ai omis 197 montres d'or superbes, dont 3 valaient chacune 500 $. Plusieurs étaient très vieilles, et sans aucune valeur comme pièces d'horlogerie, et les mouvements ayant plus ou moins souffert de l'action corrosive de la terre, mais toutes étaient magnifiquement ornées de pierreries, et les boîtes étaient d'un grand prix. Nous évaluâmes cette nuit le contenu total du coffre à 1,5 million de $. Et lorsque plus tard, nous disposâmes des bijoux et des pierreries, après en avoir gardé quelques-uns pour notre usage personnel, nous trouvâmes que nous avions singulièrement sous-évalué le trésor. Lorsque nous eûmes enfin terminé notre inventaire, et que notre terrible exaltation fut en grande partie apaisée, le grand, qui voyait que je mourais d'impatience de posséder la solution de cette prodigieuse énigme, entra dans un détail complet de toutes les circonstances qui s'y rapportaient. « Vous vous rappelez, dit-il, le soir où je vous fis passer la grossière esquisse que j'avais faite du scarabée. Vous vous souvenez aussi que je fus passablement choqué de votre insistance à me soutenir que mon dessin ressemblait à une tête de mort. La première fois que vous lâchâtes cette assertion, je crus que vous plaisantiez. Ensuite, je me rappelai les taches particulières sur le dos de l'insecte, et je reconnus en moi-même que votre remarque avait en somme quelque fondement. Toutefois, votre ironie à l'endroit de mes facultés graphiques m'irritait, car on me regarde comme un artiste fort passable. Aussi, quand vous me tendîtes le morceau de parchemin, j'étais au moment de le froisser avec humeur, et de le jeter dans le feu. « Vous voulez parler du morceau de papier, dis-je. »« Non. Cela avait toute l'apparence du papier, et moi-même j'avais d'abord supposé que c'en était. Mais quand je voulus dessiner dessus, je découvris tout de suite que c'était un morceau de parchemin très mince. Il était fort sale, vous vous le rappelez.
Au moment même où j'allais le chiffonner, mes yeux tombèrent sur le dessin que vous aviez regardé, et vous pouvez concevoir quel fut mon étonnement quand j'aperçus l'image positive d'une tête de mort à l'endroit même où j'avais cru dessiner un scarabée. Pendant un moment, je me sentis trop étourdi pour penser avec rectitude. Je savais que mon croquis différait de ce nouveau dessin par tous ses détails, bien qu'il y eût une certaine analogie dans le contour général. Je pris alors une chandelle, et m'asseyant à l'autre bout de la chambre, je procédai à une analyse plus attentive du parchemin. En le retournant, je vis ma propre esquisse sur le revers, juste comme je l'avais faite. Ma première impression fut simplement de la surprise. Il y avait une analogie réellement remarquable dans le contour, et c'était une coïncidence singulière que ce fait de l'image d'un crâne, inconnu à moi, occupant l'autre côté du parchemin immédiatement au-dessous de son dessin du scarabée, et d'un crâne qui ressemblait si exactement à mon dessin, non seulement par le contour, mais aussi par la dimension. Je dis que la singularité de cette coïncidence me stupéfia positivement pour un instant. C'est l'effet ordinaire de ces sortes de coïncidences. L'esprit s'efforce d'établir un rapport, une liaison de cause à effet, et se trouvant impuissant à y réussir, subit une espèce de paralysie momentanée. Mais quand je revins de cette stupeur, je sentis luire en moi par degrés une conviction qui me frappa bien autrement encore que cette coïncidence. Je commençai à me rappeler distinctement, positivement, qu'il n'y avait aucun dessin sur le parchemin quand j'ai fait mon croquis du scarabée. J'en acquis la parfaite certitude, car je me souvins de l'avoir tourné et retourné en cherchant l'endroit le plus propre. Si le crâne avait été visible, je l'aurais infailliblement remarqué. Il y avait réellement là un mystère que je me sentais incapable de débrouiller, mais dès ce moment même, il me sembla voir prématurément poindre une faible lueur dans les régions les plus profondes et les plus secrètes de mon entendement, une espèce de ver luisant intellectuel, une conception embryonnaire de la vérité, dont notre aventure de l'autre nuit nous a fourni une si splendide démonstration. Je me levai décidément, et serrant soigneusement le parchemin, je renvoyai toute réflexion ultérieure jusqu'au moment où je pourrais être seul. Quand vous fûtes partis et quand Jupiter fut bien endormi, je me livrai à une investigation un peu plus méthodique de la chose. Et d'abord je voulus comprendre de quelle manière ce parchemin était tombé dans mes mains. L'endroit où nous découvrîmes le scarabée était sur la côte du continent, à 1 mile environ à l'est de l'île, mais à une petite distance au-dessus du niveau de la marée haute. Quand je m'en emparai, il me mordit cruellement, et je le lâchai. Jupiter, avec sa prudence accoutumée, avant de prendre l'insecte qui s'était envolé de son côté, chercha autour de lui une feuille ou quelque chose d'analogue avec quoi il put s'en emparer. Ce fut en ce moment que ses yeux et les miens tombèrent sur le morceau de parchemin que je pris alors pour du papier. Il était à moitié enfoncé dans le sable, avec un coin en l'air. Près de l'endroit où nous le trouvâmes, j'observai les restes d'une coque de grande embarcation, autant du moins que j'en pus juger. Ces débris de naufrage étaient là probablement depuis longtemps, car à peine pouvait-on y trouver la physionomie d'une charpente de bateau. Jupiter ramassa donc le parchemin, enveloppa l'insecte et me le donna. Peu de temps après, nous reprîmes le chemin de la hutte et nous rencontrâmes le lieutenant G. Je lui montrai l'insecte et il me pria de lui permettre de l'emporter au fort. J'y consentis, et il le fourra dans la poche de son gilet, sans le parchemin qui lui servait d'enveloppe, et que je tenais toujours à la main pendant qu'il examinait le scarabée. Peut-être eut-il peur que je ne changeasse d'avis, et jugea-t-il prudent de s'assurer d'abord de sa prise. Vous savez qu'il est fou d'histoire naturelle, et de tout ce qui s'y rattache. Il est évident qu'alors, sans y penser, j'ai remis le parchemin dans ma poche. Vous vous rappelez que lorsque je m'assis à la table pour faire un croquis du scarabée, je ne trouvais pas de papier à l'endroit où on le met ordinairement. Je regardais dans le tiroir, il n'y en avait point. Je cherchais dans mes poches, espérant trouver une vieille lettre, quand mes doigts rencontrèrent le parchemin. Je vous détaille minutieusement toute la série de circonstances qui l'ont jeté dans mes mains, car toutes ces circonstances ont singulièrement frappé mon esprit. Sans aucun doute vous me considérerez comme un rêveur, mais j'avais déjà établi une espèce de connexion. J'avais uni 2 anneaux d'une grande chaîne, un bateau échoué à la côte, et non loin de ce bateau un parchemin, non pas un papier, portant l'image d'un crâne. Vous allez naturellement me demander où est le rapport. Je répondrai que le crâne ou la tête de mort est l'emblème bien connu des pirates. Ils ont toujours, dans tous leurs engagements, hissé le pavillon à tête de mort. Je vous ai dit que c'était un morceau de parchemin et non pas de papier. Le parchemin est une chose durable, presque impérissable. On confie rarement au parchemin des documents d'une minime importance, puisqu'il répond beaucoup moins bien que le papier aux besoins ordinaires de l'écriture et du dessin. Cette réflexion m'induisit à penser qu'il devait y avoir dans la tête de mort quelque rapport, quelque sens singulier. Je ne faillis pas non plus à remarquer la forme du parchemin. Bien que l'un des coins eût été détruit par quelque accident, on voyait bien que la forme primitive était oblongue. C'était donc une de ces bandes qu'on choisit pour écrire, pour consigner un document important, une note qu'on veut conserver longtemps et soigneusement.
Mais, interrompis-je, vous dites que le crâne n'était pas sur le parchemin quand vous y dessinâtes le scarabée. Comment donc pouvez-vous établir un rapport entre le bateau et le crâne, puisque ce dernier, d'après votre propre aveu, a dû être dessiné, Dieu sait comment ou par qui, postérieurement à votre dessin du scarabée? Ah, c'est là-dessus que roule tout le mystère, bien que j'ai eu comparativement peu de peine à résoudre ce point de l'énigme. Ma marche était sûre, et ne pouvait me conduire qu'à un seul résultat. Je raisonnais ainsi, par exemple. Quand je dessinais mon scarabée, il n'y avait pas trace de crâne sur le parchemin. Quand j'eus fini mon dessin, je vous le fis passer, et je ne vous perdis pas de vue que vous ne me l'eussiez rendu. Conséquemment, ce n'était pas vous qui aviez dessiné le crâne, et il n'y avait là aucune autre personne pour le faire. Il n'avait donc pas été créé par l'action humaine. Et cependant, il était là, sous mes yeux. Arrivé à ce point de mes réflexions, je m'appliquai à me rappeler et je me rappelai en effet, et avec une parfaite exactitude, tous les incidents survenus dans l'intervalle en question. La température était froide, oh l'heureux, le rare accident, et un bon feu flambait dans la cheminée. J'étais suffisamment réchauffé par l'exercice, et je m'assis près de la table. Vous, cependant, vous aviez tourné votre chaise tout près de la cheminée. Juste au moment où je vous mis le parchemin dans la main, et comme vous alliez l'examiner, Wolf, mon Terre-Neuve, entra et vous sauta sur les épaules. Vous le caressiez avec la main gauche, et vous cherchiez à l'écarter, en laissant tomber nonchalamment votre main droite, celle qui tenait le parchemin, entre vos genoux, et tout près du feu. Je crus un moment que la flamme allait l'atteindre, et j'allais vous dire de prendre garde, mais avant que j'eusse parlé, vous l'aviez retiré, et vous vous étiez mis à l'examiner. Quand j'eus bien considéré toutes ces circonstances, je ne doutai pas un instant que la chaleur n'eût été l'argent qui avait fait apparaître sur le parchemin le crâne dont je voyais l'image. Vous savez bien qu'il y en a eu de tout temps, des préparations chimiques au moyen desquelles on peut écrire sur du papier ou sur du vélin des caractères qui ne deviennent visibles que lorsqu'ils sont soumis à l'action du feu. On emploie quelquefois le safre digéré dans l'eau régale et délayé dans 4 fois son poids d'eau. Il en résulte une teinte verte. Le régule de cobalt, dissous dans l'esprit de nitre, donne une couleur rouge. Ces couleurs disparaissent plus ou moins longtemps après que la substance sur laquelle on a écrit s'est refroidie, mais reparaissent à volonté par une application nouvelle de la chaleur. J'examinai alors la tête de mort avec le plus grand soin. Les contours extérieurs, c'est-à-dire les plus rapprochés du bord du vélin, étaient beaucoup plus distincts que les autres. Évidemment, l'action du calorique avait été imparfaite ou inégale. J'allumai immédiatement le feu, et je soumis chaque partie du parchemin à une chaleur brûlante. D'abord, cela n'eut d'autre effet que de renforcer les lignes un peu pâles du crâne, mais en continuant l'expérience, je vis apparaître dans un coin de la bande, au coin diagonalement opposé à celui où était tracée la tête de mort, une figure que je supposai d'abord être celle d'une chèvre. Mais un examen plus attentif me convainquit qu'on avait voulu représenter un chevreau. « Ah, dis-je, je n'ai certes pas le droit de me moquer de vous. 1,5 million de dollars, c'est chose trop sérieuse pour qu'on en plaisante, mais vous n'allez pas ajouter un 3e anneau à votre chaîne. Vous ne trouverez aucun rapport spécial entre vos pirates et une chèvre. Les pirates, vous le savez, n'ont rien à faire avec les chèvres. Cela regarde les fermiers. Mais je viens de vous dire que l'image n'était pas celle d'une chèvre. Bon, va pour un chevreau, c'est presque la même chose. Presque, mais pas tout à fait, dit le grand. Vous avez entendu parler peut-être d'un certain capitaine Kidd? Je considérais tout de suite la figure de cet animal comme une espèce de signature logographique ou hiéroglyphique. Kidd, chevreau. Je dis signature parce que la place qu'elle occupait sur le vélin suggérait naturellement cette idée. Quant à la tête de mort placée au coin diagonalement opposé, elle avait l'air d'un sceau, d'une estampille, mais je fus cruellement déconcerté par l'absence du reste, du corps même de mon document rêvé, du texte de mon contexte. Je présume que vous espériez trouver une lettre entre le timbre et la signature. Quelque chose comme cela. Le fait est que je me sentais comme irrésistiblement pénétré du pressentiment d'une immense bonne fortune imminente. Pourquoi ? Je ne saurais trop le dire. Après tout, peut-être était-ce plutôt un désir qu'une croyance positive. Mais croiriez-vous que le dire absurde de Jupiter, que le scarabée était en or massif, a eu une influence remarquable sur mon imagination ? Et puis, cette série d'accidents et de coïncidences était vraiment si extraordinaire. Avez-vous remarqué tout ce qu'il y a de fortuit là-dedans ? Il a fallu que tous ces événements arrivassent le seul jour de toute l'année où il a pu faire assez froid pour nécessiter du feu. Et sans ce feu et sans l'intervention du chien au moment précis où il apparut, je n'aurais jamais eu connaissance de la tête de mort et n'aurais jamais possédé ce trésor. Allez, allez, je suis sur des charbons. Eh bien, vous avez donc connaissance d'une foule d'histoires qui courent, de 1000 rumeurs vagues relatives aux trésors enfouis quelque part sur la côte de l'Atlantique par Kidd et ses associés. En somme, tous ces bruits devaient avoir quelque fondement. Et si ces bruits duraient depuis si longtemps et avec tant de persistance, cela ne pouvait selon moi tenir qu'à un fait,
c'est que le trésor enfoui était resté enfoui. Si Kidd avait caché son butin pendant un certain temps et l'avait ensuite repris, ces rumeurs ne seraient pas sans doute venues jusqu'à nous sous leur forme actuelle et invariable. Remarquez que les histoires en question roulent toujours sur des chercheurs et jamais sur des trouveurs de trésors. Si le pirate avait repris son argent, l'affaire en serait restée là. Il me semblait que quelque accident, par exemple la perte de la note qui indiquait l'endroit précis, avait dû le priver des moyens de le recouvrer. Je supposais que cet accident était arrivé à la connaissance de ses compagnons, qui autrement n'auraient jamais su qu'un trésor avait été enfoui, et qui par leur recherche infructueuse, sans guide et sans note positive, avaient donné naissance à cette rumeur universelle et à ces légendes aujourd'hui si communes. Avez-vous jamais entendu parler d'un trésor important qu'on aurait déterré sur la côte? Jamais. Or, il est notoire que Kidd avait accumulé d'immenses richesses. Je considérais donc comme chose sûre que la terre les gardait encore, et vous ne vous étonnerez pas trop quand je vous dirai que je sentais en moi une espérance qui montait presque à la certitude, c'est que le parchemin si singulièrement trouvé contiendrait l'indication disparue du lieu où avait été fait le dépôt. Mais comment avez-vous fait? J'exposai de nouveau le vélin au feu, après avoir augmenté la chaleur, mais rien ne parut. Je pensais que la couche de crasse pouvait bien être pour quelque chose dans cet insuccès. Aussi je nettoyai soigneusement le parchemin en versant de l'eau chaude dessus, puis je le plaçai dans une casserole de fer blanc, le crâne en dessous, et je posai la casserole sur un réchaud de charbons allumés. Au bout de quelques minutes, la casserole étant parfaitement chauffée, je retirai la bande de vélin et je m'aperçus avec une joie inexprimable qu'elle était mouchetée en plusieurs endroits de signes qui ressemblaient à des chiffres rangés en ligne. Je replaçai la chose dans la casserole et l'y laissai encore une minute. Et quand je l'en retirai, elle était juste comme vous allez la voir. Ici, le grand, ayant de nouveau chauffé le vélin, il soumit à mon examen. Les caractères suivants apparaissaient en rouge, grossièrement tracés entre la tête de mort et le chevreau. Ici, il y a une suite de chiffres que je vous montre à la webcam. Mais, dis-je, en lui tendant la bande de vélin, je n'y vois pas plus clair. Si tous les trésors de Golgonde devaient être pour moi le prix de la solution de cette énigme, je serais parfaitement sûr de ne pas les gagner. Et cependant, dit le grand, la solution n'est certainement pas aussi difficile qu'on se l'imaginerait au premier coup d'œil. Ces caractères, comme chacun pourrait le deviner facilement, forment un chiffre, c'est-à-dire qu'ils présentent un sens. Mais d'après ce que nous savons de Kidd, je ne devais pas le supposer capable de fabriquer un échantillon de cryptographie bien abstruse. Je jugeai donc tout d'abord que celui-ci était d'une espèce simple, tel cependant qu'à l'intelligence grossière du marin il dut paraître absolument insoluble sans la clé. Et vous l'avez résolu, maintenant, vraiment? Très aisément. J'en ai résolu d'autres 10 000 fois plus compliqués. Les circonstances et une certaine inclination d'esprit m'ont amené à prendre intérêt à ces sortes d'énigmes, et il est vraiment douteux que l'ingéniosité humaine puisse créer une énigme de ce genre, dont l'ingéniosité humaine ne vienne à bout par une application suffisante. Aussi, une fois que j'eus réussi à établir une série de caractères lisibles, je daignai à peine songer à la difficulté d'en dégager la signification. Dans le cas actuel, et en somme, dans tous les cas d'écriture secrète, la première question à vider, c'est la langue du chiffre, car les principes de solution, particulièrement quand il s'agit des chiffres les plus simples, dépendent du génie de chaque idiome, et peuvent être modifiés. En général, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer successivement, en se dirigeant suivant les probabilités, toutes les langues qui vous sont connues jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne. Mais dans le chiffre qui nous occupe, toute difficulté à cet égard était résolue par la signature. Le rébus sur le mot Kidd n'est possible que dans la langue anglaise. Dans cette circonstance, j'aurais commencé mes essais par l'espagnol et le français, comme étant les langues dans lesquelles un pirate des mers espagnoles avait dû le plus naturellement enfermer un secret de cette nature. Mais dans le cas actuel, je présumais que le cryptogramme était anglais. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'espaces entre les mots. S'il y avait eu des espaces, la tâche eût été singulièrement plus facile. Dans ce cas, j'aurais commencé par faire une collation et une analyse des mots les plus courts, et si j'avais trouvé comme cela est toujours probable un mot d'une seule lettre, A ou I, ou aïe, un, je, par exemple, j'aurais considéré la solution comme assurée. Mais puisqu'il n'y avait pas d'espace, mon premier devoir était de relever les lettres prédominantes, ainsi que celles qui se rencontraient le plus rarement. Je les comptai toutes, et je dressai la table que voici. Le caractère 8 se trouve 33 fois,
le caractère point virgule 26 fois, le caractère 4 19, le caractère plus plus et fermeture de parenthèse 16, le caractère étoile 13, le caractère 5 12 fois, le caractère 6 11 fois, le caractère plus et 1 8 fois, le caractère 0 6 fois, le caractère 9 et 2 5 fois, le caractère 2 points et 3 4 fois, le caractère point d'interrogation 3 fois, le caractère strophe 2 fois et le caractère moins et point 1 fois. Et je vous montre comment c'est organisé encore une fois. Or, la lettre qui se rencontre le plus fréquemment en anglais est E. Les autres lettres se succèdent dans cet ordre. A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. Et prédomine si singulièrement qu'il est très rare de trouver une phrase d'une certaine longueur dont il ne soit pas le caractère principal. Nous avons donc, tout en commençant, une base d'opération qui donne quelque chose de mieux qu'une conjecture. L'usage général qu'on peut faire de cette table est évident, mais pour ce chiffre particulier, nous ne nous en servirons que très médiocrement. Puisque notre caractère dominant est 8, nous commencerons par le prendre pour le E de l'alphabet naturel. Pour vérifier cette supposition, voyons si le E se rencontre souvent double, car le E se redouble très fréquemment en anglais, comme par exemple dans les mots meet, fleet, speed, seen, been, agree, etc. Or, dans le cas présent, nous voyons qu'il n'est pas redoublé moins de 5 fois, bien que le cryptogramme soit très court. Donc 8 représentera E. Maintenant, de tous les mots de la langue, the est le plus utilisé. Conséquemment, il nous faut voir si nous ne trouverons pas répéter plusieurs fois la même combinaison de 3 caractères, ce 8 étant le dernier des 3. Si nous trouvons des répétitions de ce genre, elles représenteront très probablement le mot the. Vérification faite, nous n'en trouvons pas moins de 7 et les caractères sont .48. Nous pouvons donc supposer que point virgule représente T, que 4 représente H et que 8 représente E. La valeur du dernier se trouvant ainsi confirmée de nouveau. Il y a maintenant un grand pas de fait. Nous n'avons déterminé qu'un mot, mais ce seul mot nous permet d'établir un point beaucoup plus important, c'est-à-dire les commencements et les terminaisons d'autres mots. Voyons par exemple l'avant-dernier cas où se présente la combinaison .48, presque à la fin du chiffre. Nous savons que le point virgule qui vient immédiatement après est le commencement d'un mot, et des 6 caractères qui suivent ce zi, nous n'en connaissons pas moins de 5. Remplaçons donc ces caractères par les lettres qu'ils représentent, en laissant un espace pour l'inconnu. T, E, E, T, H. Nous devons tout d'abord écarter le TH comme ne pouvant pas faire partie du mot qui commence par le premier T, puisque nous voyons en essayant successivement toutes les lettres de l'alphabet, pour combler la lacune, qu'il est impossible de former un mot dont ce TH puisse faire partie. Réduisons donc nos caractères à T, E, E, virgule. Et reprenant de nouveau tout l'alphabet, s'il le faut, nous concluons au mot tree, arbre, comme à la seule version possible. Nous gagnons ainsi une nouvelle lettre, R, représentée par ouverture de parenthèse, plus 2 mots juxtaposés, the tree, l'arbre. Un peu plus loin, nous retrouvons la combinaison .48, et nous nous en servons comme de terminaison à ce qui précède immédiatement. Cela nous donne l'arrangement suivant. The tree, .4, ouverture de parenthèse, plus, point d'interrogation 4, the. Ou, en substituant les lettres naturelles aux caractères que nous connaissons, the tree, THR, point d'interrogation 3H, THE. Maintenant, si aux caractères inconnus nous substituons des plans ou des points, nous aurons the tree, THR, H, THE. Et le mot through, par, à travers, se dégage pour ainsi dire de lui-même. Mais cette découverte nous donne 3 lettres de plus, O, U et G, représentées par point d'interrogation et 3. Maintenant, cherchons attentivement dans le cryptogramme des combinaisons de caractères connus et nous trouverons non loin du commencement l'arrangement suivant. 8, 3, ouverture de parenthèse, 8, 8, virgule, ou EGREE, qui est évidemment la terminaison du mot degree, degré, et qui nous livre encore une lettre, D, représentée par plus. 4 lettres plus loin que ce mot degree, nous trouvons la combinaison .46, ouverture de parenthèse, .88, dont nous traduisons les caractères connus et représentons l'inconnu par un point. Cela nous donne th.rtee, arrangement qui nous suggère immédiatement le mot 13, et nous fournit 2 lettres nouvelles, I et N, représentées par 6 et étoile.
Reportons-nous maintenant au commencement du cryptogramme. Nous trouvons la combinaison 5-3, double plus plus. Traduisant comme nous avons déjà fait, nous obtenons .good, ce qui nous montre que la première lettre est un A, et que les deux premiers mots sont a good, un bon, une bonne. Il serait temps maintenant, pour éviter toute confusion, de disposer toutes nos découvertes sous forme de table, cela nous fera un commencement de clé. 5 représente A, plus D, 8 E, 3 G, 4 H, 6 I, étoile N, double plus O, ouverture de parenthèse R, point virgule T, point d'interrogation U. Et je vous montre comment ça se présente sur les 2 pages qu'on vient de lire. Donc voilà, à chaque fois, on avait le texte codé qui était montré, et la suite du récit, et là on vient de lire ça. Ainsi, nous n'avons pas moins de 11 des lettres les plus importantes, et il est inutile que nous poursuivions la solution à travers tous ces détails. Je vous en ai dit assez pour vous convaincre que des chiffres de cette nature sont faciles à résoudre, et pour vous donner un aperçu de l'analyse raisonnée qui sert à les débrouiller. Mais tenez pour certain que le spécimen que nous avons sous les yeux appartient à la catégorie la plus simple de la cryptographie. Il ne me reste plus qu'à vous donner la traduction complète du document, comme si nous avions déchiffré successivement tous les caractères. La voici. A good glass in the Bishop's Hotels in the Devil's Seat, 41 degrees and 13 minutes northeast, and by north main branch, 7th limb, east side shoot from the left eye of the death heads. A beeline from the tree through the shot 50 feet out. Un bon verre dans l'hôtel de l'évêque, dans la chaise du diable, 41 degrés et 13 minutes nord-est, quart de nord principale tige 7e branche, côté est, lâché de l'œil gauche de la tête de mort une ligne d'abeilles de l'arbre à travers la balle, 50 pieds au large. Mais, dis-je, l'énigme me paraît d'une qualité tout aussi désagréable qu'auparavant. Comment peut-on tirer un sens quelconque de tout ce jargon de chaise du diable, de tête de mort et d'hôtel de l'évêque? Je conviens, répliqua le grand, que l'affaire a l'air encore passablement sérieux quand on y jette un simple coup d'œil. Mon premier soin fut d'essayer de retrouver dans la phrase les divisions naturelles qui étaient dans l'esprit de celui qui l'écrivait. De la ponctuer, vous voulez dire? Quelque chose comme cela. Mais comment diable avez-vous fait? Je réfléchis que l'écrivain s'était fait une loi d'assembler les mots sans aucune division, espérant rendre ainsi la solution plus difficile. Or, un homme qui n'est pas excessivement fin sera presque toujours enclin dans une pareille tentative à dépasser la mesure. Quand, dans le cours de sa composition, il arrive à une interruption de sens qui demanderait naturellement une pause ou un point, il est fatalement porté à serrer les caractères plus que d'habitude. Examinez ce manuscrit, et vous découvrirez facilement 5 endroits de ce genre où il y a pour ainsi dire encombrement de caractères. En me dirigeant d'après cet indice, j'établis la division suivante. A good glass in the Bishop's Hotels in the Devil's Seat, 41 degrees and 13 minutes, northeast by north, main branch 7th limb east side, shot from the left eye of the death head, a beeline from the tree through the shot 50 feet out. Un bon verre dans l'hôtel de l'évêque dans la chaise du diable, 41 degrés et 13 minutes, nord-est quart de nord, principale tige 7e branche côté est, lâché de l'œil gauche de la tête de mort, une ligne d'abeilles de l'arbre à travers la balle 50 pieds au large. Malgré votre division, dis-je, je reste toujours dans les ténèbres. J'y ai resté moi-même pendant quelques jours, répliqua le grand. Pendant ce temps, je fis force recherches dans le voisinage de l'île de Sullivan sur un bâtiment qui devait s'appeler l'hôtel de l'évêque, car je m'inquiétais pas de la vieille orthographe du mot hostel. N'ayant trouvé aucun renseignement à ce sujet, j'étais sur le point d'étendre la sphère de mes recherches et de procéder d'une manière plus systématique, quand un matin je m'avisai tout à coup que ce Bishop's Hotels pouvait bien avoir rapport à une vieille famille du nom de Bessop, qui, de temps immémorial, était en possession d'un ancien manoir à 4 miles environ au nord de l'île. J'allai donc à la plantation, et je recommençai mes questions parmi les plus vieux nègres de l'endroit. Enfin, une des femmes les plus âgées me dit qu'elle avait entendu parler d'un endroit comme Bishop's Castle, château de Bessop, et qu'elle croyait bien pouvoir m'y conduire, mais que ce n'était ni un château ni une auberge, mais un grand rocher. Je lui offris de la bien payer pour sa peine, et après quelques hésitations, elle consentit à m'accompagner jusqu'à l'endroit précis. Nous le découvrîmes sans trop de difficulté, je la congédiai, et commençai à examiner la localité.
Le château consistait en un assemblage irrégulier de pics et de rochers, dont l'un était aussi remarquable par sa hauteur que par son isolement et sa configuration quasi artificielle. Je grimpai au sommet, et là je me sentis fort embarrassé de ce que j'avais désormais à faire. Pendant que j'y rêvais, mes yeux tombèrent sur une étroite saillie dans la face orientale du rocher, à 1 yard environ au-dessous de la pointe où j'étais placé. Cette saillie se projetait de 18 pouces à peu près, et n'avait guère plus d'1 pied de large. Une niche creusée dans le pic, juste au-dessus, lui donnait une grossière ressemblance avec les chaises à dos concaves dont se servaient nos ancêtres. Je ne doutais pas que ce ne fût la chaise du diable, dont il était fait mention dans le manuscrit. Et il me sembla que je tenais désormais tout le secret de l'énigme. Le bon vers, je le savais, ne pouvait pas désigner autre chose qu'une longue-vue, car nos marins employaient rarement le mot glace dans un autre sens. Je compris tout de suite qu'il fallait ici se servir d'une longue-vue, en se plaçant à un point de vue défini et n'admettant aucune variation. Or, les phrases 41 degrés et 13 minutes et nord-est quart de nord, je n'hésitais pas un instant à le croire, devaient donner la direction pour pointer la longue-vue. Fortement remué par toutes ces découvertes, je me précipitai chez moi, je me procurai une longue-vue, et je retournai au rocher. Je me laissai glisser sur la corniche, et je m'aperçus qu'on ne pouvait s'y tenir assis que dans une certaine position. Ce fait confirma ma conjecture. Je pensai alors à me servir de la longue-vue. Naturellement, les 41 degrés et 13 minutes ne pouvaient avoir trait qu'à l'élévation au-dessus de l'horizon sensible, puisque la direction horizontale était clairement indiquée par les mots nord-est quart de nord. J'établis cette direction au moyen d'une boussole de poche, puis, pointant aussi juste que possible par approximation ma longue vue à un angle de 41 degrés d'élévation, je la fis mouvoir avec précaution de haut en bas et de bas en haut, jusqu'à ce que mon attention fût arrêtée par une espèce de trou circulaire ou de lucarne dans le feuillage d'un grand arbre qui dominait tous ses voisins dans l'étendue visible. Au centre de ce trou, j'aperçus un point blanc, mais je ne pus pas tout d'abord distinguer ce que c'était. Après avoir ajusté le foyer de ma longue vue, je regardai de nouveau et je m'assurai enfin que c'était un crâne humain. Après cette découverte qui me combla de confiance, je considérai l'énigme comme résolue, car la phrase principale tige, 7e branche côté est, ne pouvait avoir trait qu'à la position du crâne sur l'arbre, et celle-ci, lâchée de l'œil gauche de la tête de mort, n'admettait aussi qu'une interprétation puisqu'il s'agissait de la recherche d'un trésor enfoui. Je compris qu'il fallait laisser tomber une balle de l'œil gauche du crâne, et qu'une ligne d'abeille, ou en d'autres termes une ligne droite, partant du point le plus rapproché du tronc et s'étendant à travers la balle, c'est-à-dire à travers le point où tomberait la balle, indiquerait l'endroit précis. Et sous cet endroit, je jugeai qu'il était pour le moins possible qu'un dépôt précieux fût encore enfui. Tout cela, dis-je, est excessivement clair, et tout à la fois ingénieux, simple et explicite. Et quand vous eûtes quitté l'hôtel de l'évêque, que fîtes-vous ? Mais, ayant soigneusement noté mon arbre, sa forme et sa position, je retournai chez moi. À peine eus-je quitté la chaise du diable que le trou circulaire disparut, et de quelque côté que je me tournasse, il me fut désormais impossible de l'apercevoir, ce qui me paraît le chef-d'œuvre de l'ingéniosité dans toute cette affaire. C'est ce fait, car j'ai répété l'expérience et me suis convaincu que c'est un fait, que l'ouverture circulaire en question n'est visible que d'un seul point, et cet unique point de vue, c'est l'étroite corniche sur le flanc du rocher. Dans cette expédition à l'hôtel de l'évêque, j'avais été suivi par Jupiter, qui observait sans doute depuis quelques semaines mon air préoccupé et mettait un soin particulier à ne pas me laisser seul. Mais le jour suivant, je me levai de très grand matin, je réussis à lui échapper et je courus dans les montagnes à la recherche de mon arbre. J'eus beaucoup de peine à le trouver. Quand je revins chez moi à la nuit, mon domestique se disposait à me donner la bastonnade. Quant au reste de l'aventure, vous êtes, je présume, aussi bien renseigné que moi. Je suppose, dis-je, que lors de nos premières fouilles, vous aviez manqué l'endroit par suite de la bêtise de Jupiter, qui laissa tomber le scarabée par l'œil droit du crâne, au lieu de le laisser filer par l'œil gauche. Précisément. Cette méprise faisait une différence de 2 pouces et demi environ relativement à la balle, c'est-à-dire à la position de la cheville près de l'arbre. Si le trésor avait été sous l'endroit marqué par la balle, cette erreur eût été sans importance, mais la balle et le point le plus rapproché de l'arbre étaient deux points ne servant qu'à établir une ligne de direction. Naturellement, l'erreur, fort minime au commencement, augmentait en proportion de la longueur de la ligne, et quand nous fûmes arrivés à une distance de 50 pieds, elle nous avait totalement dévoyés. Sans l'idée fixe dont j'étais possédé qu'il y avait positivement là quelque part un trésor enfoui, nous aurions peut-être bien perdu toutes nos peines. Mais votre emphase, vos attitudes solennelles en balançant le scarabée, quelle bizarrerie! Je vous croyais positivement fou, et pourquoi avez-vous absolument voulu laisser tomber du crâne votre insecte au lieu d'une balle? Ma foi,
Pour être franc, je vous avouerai que je me sentais quelque peu vexé par vos soupçons relativement à l'état de mon esprit, et je résolus de vous punir tranquillement à ma manière, par un petit brin de mystification froide. Voilà pourquoi je balançai le scarabée, et voilà pourquoi je voulus le faire tomber du haut de l'arbre. Une observation que vous fîtes sur son poids singulier me suggéra cette dernière idée. Oui, je comprends. Et maintenant il n'y a plus qu'un point qui m'embarrasse. Que dirons-nous des squelettes trouvés dans le trou? Ah, c'est une question à laquelle je ne saurais pas mieux répondre que vous. Je ne vois qu'une manière plausible de l'expliquer, et mon hypothèse implique une atrocité telle que cela est horrible à croire. Il est clair que Kid, si c'est bien Kid qui a enfoui le trésor, ce dont je ne doute pas pour mon compte, il est clair que Kid a dû se faire aider dans son travail. Mais la besogne finie, il a pu juger convenable de faire disparaître tous ceux qui possédaient son secret. 2 bons coups de pioche ont peut-être suffi, pendant que ses aides étaient encore occupés dans la fosse. Il en a peut-être fallu une 12. Qui nous le dira? Et c'est la fin de cette nouvelle, les amis. La fin de la nouvelle, le scarabée d'or. Nous passons à l'outro de ce live. J'espère que vous aurez apprécié la nouvelle de ce soir. Perso, je l'ai adorée. Je la trouve vraiment cool. Et pour le moment, des 3 qu'on a pu lire de ce recueil de nouvelles histoires extraordinaires, c'est de loin ma préférée, vraiment. Je la trouve super sympa. Je vais essayer de lire ce que vous avez dit un peu dans le chat, mais vous avez beaucoup parlé. Donc je vais juste, lire en diagonale, et si je loupe quelque chose d'important, n'hésitez pas à me le redire. Oh mince, Terdenko, t'avais du travail, désolé. En tout cas, merci de nous avoir honoré de ta présence ce soir, c'est cool. J'essaie de lire assez rapidement. Paf, paf, pif, paf, pouf. Je sais pas ce que t'as envoyé, Nanu. Je sais pas ce que t'as envoyé en média, là, les liens. Je préfère pas les ouvrir en live parce que ça risque de bugger un petit peu, mais bon, bref. En tout cas, Cora, j'ai vu que t'avais host pendant cette lecture, donc ça me fait méga plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, Stardenko, bon courage pour ton œuvre. Et merci d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller check la chaîne de Stardenko une fois de temps en temps, dès qu'elle est en live. C'est vraiment cool aussi également. Stardenko qui fait... là où Cora va faire plutôt de la création... je sais même pas comment partager ça en fait. Genre Cora ça va être plutôt du dessin, de la peinture... quoique il y a de la sculpture aussi en vérité. Parfois un peu de gaming. Sternenko ça va être plus tout ce qui va être sculpture, maquillage FX, cosplay au final, un peu tout ce qui peut se rapporter au cosplay. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sternenko, c'est très sympa et en plus elle est hyper gentille. Et là pour l'heure elle va streamer un crâne humain en sculpture. Mais non, ça va pas faire peur sur Denko, c'est cool. c'est cool, ça fait un bon entraînement. En tout cas, bonsoir et bon courage à toi, Ster, ça fait méga plaisir que tu sois venu. Et ouais, du coup, la nouvelle de ce soir, je suis vraiment très agréablement surpris. Les 2 premières nouvelles étaient sympas, mais franchement, sans plus, pour moi, j'avais pas adhéré plus que ça. Par contre, la nouvelle de ce soir, je l'ai vraiment trop kiffé. Je l'ai vraiment trop kiffé. Le délire de pirate, je m'y attendais pas du tout. Alors que pourtant, des trésors enfouis, ça semble logique. Mais c'est vrai que bizarrement, alors que ça devrait être... Enfin, c'est même quelque chose, entre guillemets, d'ultra connu. D'ultra bateau, entre guillemets, de trouver un trésor pirate. Mais c'est vrai que, à ma connaissance, je ne me rappelle pas de romans, d'œuvres de littérature où il y a ce délire de trouver un coffre enfui de pirates, etc. Et là, en plus, justement, c'est d'autant plus drôle que c'est pas en mode je trouve un coffre de pirate, enfin, comment dire. Il avait pas forcément conscience qu'il allait trouver un coffre de pirate, etc. C'est un peu fortuit, ça vient un peu comme ça. Et du coup,
Je trouve ça drôle et je me demande si c'est pas ça la morale de cette... Enfin la morale, il n'y a pas forcément de morale dans un texte, mais je me demande si c'est pas un peu la leçon entre guillemets que veut faire passer Edgar Allan Poe. C'est que là il y a eu des tonnes de coïncidences, et il l'a dit lui-même, il y a des tonnes de coïncidences qui sont même tellement folles que c'est bizarre que ça soit arrivé. Et du coup c'est marrant parce que pour moi ça fait un peu une analogie avec le fait que la nouvelle s'appelle le Scarabée d'or, et qu'on focus à mort sur le Scarabée d'or, alors qu'en vérité on se rend compte à la fin que le grand c'est un peu joué de son ami le narrateur, et du coup du lecteur du même coup, et qu'en fait bah y a pas vraiment de mystère avec le Scarabée d'or, c'est juste que c'est une nouvelle espèce et c'est juste qu'il a un espèce de crâne dessiné sur le dos, mais sinon il n'a rien à voir avec le mystère, et il a pas du tout affecté un grain de folie chez lui ou quoi que ce soit. En fait c'est ça qui est marrant, c'est que le Scarabée d'or, bien qu'il donne le titre à la nouvelle, et bien que pendant pas mal de temps dans la nouvelle on croit que c'est le sujet principal, bah en fait il fait diversion, et c'est pas ça le sujet principal, et du coup je trouve que c'est une analogie, enfin ça fait une espèce de petite métaphore du fait que leur trésor il est trouvé totalement fortuitement, avec des coïncidences hallucinantes, etc. Enfin, et que parfois on se focus sur les mauvaises choses. Bref, je trouve ça hyper intéressant. Sterdenko qui nous dit « Comme Dali avec ses œuvres, le titre étant un infime détail de l'œuvre ». Ça je savais pas, je trouve ça intéressant pour le coup, je savais pas. Et du coup, Renanu Manga, et Cora qui précise qu'il fait du 2D alors que Sterdenko elle travaille dans la multidimension. Ouais c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu résumer comme ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et du coup, je pense qu'on en a terminé de ce live. J'ai vraiment méga kiffé en vrai. Là je suis trop bien là. Là j'ai limite envie de lire la suite tellement je suis bien et tellement j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé la lecture de ce soir, c'était hyper agréable de partager cette soirée avec vous. Je pense que ça m'a vraiment fait du bien cette petite pause du week-end à rien faire entre guillemets. Ouais, c'était vraiment bien. En plus, enfin ouais, là ça touche au thème pirate et c'est quelque chose d'hyper intéressant pour WAM. Enfin moi en tout cas les pirates ça me fascine. Et là le Capitaine Kidd en l'occurrence, j'en ai entendu pas mal parler ces derniers temps parce que comme vous le savez je suis en train de travailler sur un jeu de société sur le thème des pirates qui s'appelle Sur l'eau. Et c'est marrant parce que justement le Capitaine Kidd je me suis renseigné dessus il y a quelques jours de cela, quelques semaines de cela. Et en ce moment je suis vraiment dans ce cocon de pensée pirate. Et j'arrête pas de lire des histoires de pirates et c'est hallucinant. La vie des pirates est juste hallucinante en vrai. Limite, la vie réelle des pirates, je la trouve encore plus folle et plus dingue que la vie romancée ou fantasmée qu'on peut retrouver dans les œuvres fictives. Franchement, allez lire. Bon, sur Wikipédia, je sais que c'est pas forcément toujours la meilleure source, mais quand même, c'est bien pratique. Allez lire un petit peu sur Wikipédia l'histoire de vrais pirates qui ont vraiment existé, et vous allez halluciner de leur vie, quoi. C'est juste trop ouf. Bref. Donc, ouais, j'ai vraiment kiffé la nouvelle de ce soir. Comme je le disais, il n'y aura pas de live, pardon, de découverte demain, ni pour quelque temps, puisque j'ai terminé Wakfu et qu'il faut que je trouve un nouveau jeu sur lequel embrayer. Par contre, on pourra se faire du coup, si le cœur m'en dit, on verra demain si j'ai la foi, et on verra si vous êtes chaud d'ici là. Mais par contre, demain, on pourrait se faire un live de lecture bonus entre guillemets. D'habitude, j'attends toujours 3 jours entre les lives de lecture, de façon à pouvoir mettre la rediffusion sur YouTube et que les gens qui veulent suivre la lecture dans l'ordre puissent rattraper leur retard avant le prochain live. Par contre, vu que là c'est des recueils de nouvelles, et qu'en plus il y a 13 nouvelles et on va en avoir pour pas mal de lives, je me dis autant en profiter et faire un petit coup d'accélérateur. Les nouvelles ne sont pas interconnectées, donc ça va pas gêner pour la compréhension, même si vous les regardez dans le désordre, etc. Donc peut-être demain un live bonus de lecture très court, de moins d'une vingtaine de pages, sur la nouvelle Le Canard au ballon. Voilou. Je pense qu'on se fera ça. Soit demain, soit dans 3 jours. De toute manière, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Merci à tous d'être passés. Encore merci Cora pour le don, le host. Merci encore Nanu Manga pour les beats. Merci à tous pour votre beauté, votre bonne compagnie dans le chat. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine
pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture. Bye bye!